Bonjour à tous, bienvenue dans Épistémé Entrepreneur, le podcast dédié à la tech et aux entrepreneurs qui vont changer nos vies. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Harold Knoll, serial entrepreneur, actuellement PDG, enfin CEO de la startup Dayu, une Ouais, founder même, vu founder, qu'il n'y a pas de salariés. founder de Dayu, donc qui est une startup dans la santé personnalisée et qui ambitionne de tokeniser nos gènes. C'est ça, Harold? Ouais. Et aussi partenaire chez Ava Capital, qui est le véhicule d'investissement d'Alexandre Richard, qui est donc un business angel assez important en France. Tu me corriges si j'ai dit des bêtises? Tout va bien. Parfait. Donc aujourd'hui, on a un super invité, c'est Stéphane Nasser, qui est cofondateur et CEO de OpenVC, qui est une SaaS, la plateforme qui actuellement qui est en train de faire, comment dire, de C'est un devenir malheur. qui est en train de devenir indispensable pour se mettre en relation avec les VC. Donc, j'ai bon? Stéphane, c'est Ah oui, oui, c'est très bien, c'est une super présentation. Moi, ça me va parfait, parfaitement parfait. dit comme ça. Bon, bah écoute, Moi, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais si c'est quelqu'un d'autre qui dit, moi, ça me va. ah, bah, voilà, super. Bon, bah écoute, en général, donc les interviews, on peut dire, c'est en trois actes. En gros, on va parler un peu de toi, on va te creuser un peu, voir d'où tu viens, ton parcours, qu'est-ce qui a allumé le feu entrepreneurial chez toi. Ensuite, en transition, on va parler un peu de d'où a germé l'idée d'OpenVC, parce que ça, en fait, je me suis aperçu que souvent, quand on écoute les entrepreneurs pitcher, souvent, on ne sait pas d'où vient l'idée, hein. C'est 80% des pitchs de start-up. On reste un peu sur sa fin. On aurait bien voulu savoir d'où leur est venue l'idée de l'opportunité ou du problème qu'ils ont identifié. Donc, on va un peu parler de ça aussi. Et après, on va rentrer dans le dur. On va parler d'OpenVC en long et en large, ton business model, tes ambitions, etc., etc. Voilà. Donc, est-ce que on est bon sur le conducteur? Est-ce que tout va bien? Parfait pour moi. Super. Bon, bah, écoute, on va te laisser la parole. Stéphane Nasser, à toi. D'où tu viens et quel a été ton parcours et raconte-nous tout. On veut tout savoir. Ok, eh ben, écoute, je vais essayer. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Et c'est un vrai plaisir d'être là. Alors, donc, pour me présenter, voilà, je m'appelle Stéphane. J'ai 30, combien maintenant? 32 ans, 33 ans, quelque chose comme ça. Je suis né en 90, donc 32. Euh, et Ça euh, t'arrive déjà de ne plus savoir ton âge. oui, ouais, bah, tu sais, à un moment, quand t'es Oui, petit, mais c'est un peu plus tard normalement. c'est ça. Ouais, bah voilà, bah, je suis vieux dans ma tête. Ma femme me dit. Euh, et en fait, moi, je viens à la base d'une famille de commerçants. Mon père était hôtelier. Il a commencé vraiment tout en bas de l'échelle et il a une très belle carrière Gravir jusqu'à les échelons. jusqu'à poser ses propres affaires. Et moi, j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là. Je commence par ça parce que je pense que voilà, si on veut faire une interview un peu perso, pour moi, ça a été un trait vraiment définissant de ma personnalité en fait et de ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai grandi avec, voilà, bah, quand les autres ils partent en vacances, bah, nous on bosse parce que c'est notre business. Quand il y a un problème, on ne se demande pas c'est la faute à qui, mais on le résout parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis le client passe avant nos états d'âme. Donc très à l'ancienne, un peu dur, ça c'est sûr, mais je pense que ça forge aussi une certaine fibre et une qualité. euh, et donc malheureusement, je ne trouve pas d'équivalent en français que les Anglais et les anglophones appellent l'ownership. Le Hmm. fait que tu prends responsabilité, tu prends à pleine main la responsabilité des résultats de tes actions. Et en fait, c'est un truc qui reste. Donc, après, j'ai une scolarité très classique. Voilà, rien de particulier à noter. J'ai fait une école de commerce. Mais j'avais un peu toujours ça en moi, cette envie de faire des choses. Et en parallèle, j'avais développé une passion. Ma seule passion, hein, c'était tout ce qui touchait à Internet, à l'informatique. J'étais un geek. Je passais beaucoup de temps. J'ai commencé par les jeux vidéo. Et ensuite, j'ai branched out sur d'autres choses. Là, je commençais par jouer à des jeux. Après, j'ai fait des maps pour des jeux, des cartes. Voilà. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout. Et donc, voilà, j'avais cette passion de, je veux monter ma boîte à un moment, ça, je le savais. J'ai grandi dans ce monde-là et c'est un truc qui me fascine. Et puis deux, mais en fait, dis donc, on peut monter des boîtes avec du software. Ça peut être beaucoup plus gros, beaucoup plus vite. Moi, j'ai vu mon père travailler très très dur toute sa vie et proportionnellement à son effort, ben, le résultat, et je vois ce qu'on peut faire en software, est décuplé. Donc c'est intéressant. Moi, ça m'a très vite tapé dans l'œil. Et en plus, c'est un monde que j'aime. C'est un monde que j'aime beaucoup. C'est un monde moderne. C'est un monde très ouvert
sur l'extérieur, ouvert aux nouvelles idées, où l'âge importe moins. Donc, c'est des choses qui étaient très séduisantes. Là, je parle d'une période des années 2010-2015 pour moi, où je découvre tout ça en rentrant en école de commerce. Je me fais les dents sur des startup week-ends à l'époque. C'était ma première. Je ne savais pas ce qu'était un business model Canva à l'époque. Voilà, c'était le genre de truc qu'on t'apprenait. Donc, école de commerce, j'ai fait un passage en Chine qui a été marquant parce que j'ai gardé un lien avec ce pays et puis ma femme est chinoise, hein, on s'est rencontrés là-bas. Donc, ça m'a aussi un petit peu ouvert les yeux sur un autre monde. J'ai bossé chez Microsoft en sortie d'école, dans leur accélérateur de start-up, déjà. Donc, c'était à Paris, rue du Sentier à l'époque. Ça n'existe plus maintenant. Ça a évolué. Et on en reparlera peut-être parce que c'est là qu'est née l'idée d'OpenVC, donc il y a plus de 5 ans. Avec Roxane Varza, ou elle n'était pas encore là à ce C'était moment-là? juste après elle. Juste après elle? Je crois que techniquement, il y a eu un overlap d'une semaine. On s'est croisés dans un ou deux meetings à l'époque où elle sortait. Et c'est son remplaçant, Pascal, qui a été mon boss en fait chez Microsoft. Mais Ok. effectivement, c'était en plein là-dedans. Donc ensuite, je suis parti aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de rejoindre une boîte, une super boîte qui s'appelle Faber Novel à San Francisco. En tant qu'employé, là. Hein, En tant qu'employé, absolument, en tant qu'employé. Mes soirées, mes week-ends, c'était toujours à tenter des trucs qui n'ont jamais marché. Et la Ça, boîte, pendant la boîte américaine, c'était une start-up ou c'était une grosse boîte? c'est une boîte de conseil en innovation. D'accord, ok. Et en Et fait, très connu, hein. très connu. Il me semble, moi j'entends parler souvent de Faber Novel. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ils sont sur le conseil en inno, avec un positionnement, enfin, c'est une très belle boîte. Alors, très connue en France, oui, et puis à l'international, ils ont une belle empreinte aussi. Ils viennent de se faire acquérir, c'est public maintenant, Ah oui? par EY, pour être leur branche en fait en Europe d'innovation. Donc très belle boîte, j'en ai d'excellents souvenirs. San Francisco, donc pareil, j'étais parti aux US, Silicon Valley, le délire, voilà, le petit français qui découvre tout ça là-bas. Je suis revenu en France, monter une première boîte avec un copain, une boîte de deep tech qui s'appelait Petri. Ça n'a pas du tout marché. Je me suis bien cassé les dents. Alors, Petri, c'est biotech? C'est une biotech? Ouais, c'est une boîte deep tech. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Ah oui. Ouais. En gros, j'avais un copain qui est toujours un très bon ami, Benjamin, qui était chercheur et qui avait développé une nouvelle façon d'isoler des cellules. Et en fait, sans rentrer dans le détail, c'est important la façon dont tu isoles des cellules, parce que derrière, tu peux travailler dessus. Tu peux leur faire produire des protéines qui peuvent être utilisées pour des thérapies géniques, par exemple, ou des thérapies cellulaires. Et il y a un enjeu sur la capacité à scaler ta production de thérapies géniques et cellulaires, parce que c'est ça qui a un impact sur leur coût. Vous avez peut-être entendu il y a quelques années, je ne sais plus, c'était Novartis qui avait ce traitement, cette thérapie génique qui vendait 2 millions de dollars. C'était tellement cher qu'ils avaient fait une tombola mondiale pour permettre à des enfants dans des pays, parce que c'est pour des enfants qui allaient en mourir s'ils ne le faisaient pas, pour offrir 100 doses gratuites. Et les gens étaient offusqués et révulsés, ce qui se comprend. C'est pour les pays en développement. Et en fait, ils ont dit oui, mais nous, ça nous coûte 1 million à produire la Bah dose. oui. Voilà. Et donc, nous, on voulait essayer de traiter ça. On n'a pas réussi. Mais pareil, ça a pris sa petite place dans ma tête, cette petite brique pour construire le mur, comprendre un petit peu. Et pour quelle raison, si on peut s'attarder un peu dessus? Bien sûr, fondamentalement, je pense qu'on n'était pas bon, pas assez bon pour ce Mais en dehors de ça, c'est-à-dire que techniquement, ça serait toujours valable aujourd'hui. Non, je pense qu'il y a plein de choses. C'est j'ai approché ça comme du software. Alors qu'en fait, le monde de la deep tech et du hardware est complètement différent. Tu ne peux pas arriver en disant on est deux gars, on n'est attaché à aucune université, on a une idée de technologie, on a besoin d'1 million pour construire le proto. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est sûr. Il faut se rapprocher de l'université, faire un partenariat, leur lâcher de l'IP, qu'après, ça va être difficile de lever des fonds parce que du coup, ça crée des problèmes légaux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Si tu n'as pas de prototype, les investisseurs ne regarderont pas. Il faut avoir un prototype fonctionnel. C'est des choses que j'ai apprises, en fait, parce que je ne réalisais pas à quel point c'était un monde différent. Ne serait-ce que pour trouver des lieux, une salle blanche pour faire tes petites puces, il y en a 2 dans la région parisienne qui fonctionnent. Tu vois. Il faut avoir les accès. Il ne suffit pas juste de payer. Il y a même une liste d'attente. Tu vois. Plein de choses en fait. Je ne me rendais pas compte. La distribution, en fait, la distribution, elle est trustée par 2 acteurs dans le monde
Et si tu veux vendre des life science tools, c'est vachement compliqué comme marché. C'est hyper compétitif. Alors, tu vois, il y a une liste. Hein. Ah ouais, C'est hyper compétitif comme marché et ça bouge très vite. Donc, en fait, si tu as une bonne idée de techno, eh ben, il faut être capable de la sortir rapidement parce que peut-être que dans 5 ans, elle sera plus au goût du jour parce qu'on aura trouvé quelque chose d'autre qui est ouais. plus performant. Et quand même tu as une bonne idée de techno, en fait, tu te rends compte qu'elle va sûrement être meilleure pour un use case spécifique, mais que toi, tu disais, bah, en fait, le marché de la thérapie génique, c'est N milliards. Mais en fait, le cas que tu vas être capable d'adresser, ça va être un sous-ensemble qui est beaucoup plus restreint. Donc le ROI est beaucoup plus faible, les durées sont beaucoup plus longues. Bon, voilà, donc il y a plein de choses. Et tout ça, on l'a appris en avançant. Et on est arrivé à un moment où on avait des comités d'investisseurs qui étaient des angels qui croyaient en nous, mais plus pour nous que pour Oui. l'argent. On aurait pu doubler cette somme avec la BPI, mais on s'est dit, écoute, c'est beaucoup trop compliqué pour nous, on ne comprend pas ce qu'on fait par-delà la dimension, on n'est pas armé pour ça, on n'a pas les épaules pour ça. Ouais. On était déjà ça faisait un an qu'on était sur notre cash à nous, donc on tirait la langue, on n'en pouvait plus. C'était en quelle année ça, pardon? 2000, quand je suis rentré des US, donc vers 2017-2018, pardon. D'accord, ok. C'est pas si vieux. C'est dans mon LinkedIn, je ne me rappelle plus. Oui, oui. Ouais, je l'ai vu. Voilà. Et donc, ça a été. Mais un truc que j'ai appris là-dedans, c'est que, voilà, en fait, dans le monde du VC, que j'avais fréquenté à plusieurs occasions, assez régulièrement, bah, en fait, il y a différents buckets, Hmm. différents ensembles, et il y a des sous-ensembles. Et ça m'a aussi construit dans la réflexion sur OpenVC. Après ça, je me suis mis à mon compte pour faire du conseil en innovation, parce que ça, pour le coup, bah, c'est un moyen de bien faire bouillir la marmite. Donc ça, c'est comme ça que je paye les factures aujourd'hui. Et à côté de ça, on a commencé à développer OpenVC un peu après m'être mis sur pied avec un autre ami qui s'appelle Lucas. Et en fait, le point de départ d'OpenVC, ça a été le no-code, parce que c'est là qu'on a pu commencer à shipper des choses facilement, rapidement, tester des idées. Et voilà. Et ça nous amène à aujourd'hui. Ça nous amène à, voilà, 2 ans après, ben, OpenVC maintenant, c'est 20 000 visiteurs par mois, 1200 fonds, même plus maintenant, peut-être même 1300. Alors, avant qu'on rentre dans OpenVC, justement, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la germination d'OpenVC, parce que est-ce que c'est plus, tu as vu une insatisfaction par rapport aux solutions existantes, ou c'est plutôt, j'ai envie de dire, donc une opportunité business, ou plutôt un pain, un pain que tu as identifié dans la chaîne de valeur, j'ai envie de dire, de la mise en relation. Et après, on rentre dans OpenVC, mais j'aimerais vraiment comprendre, parce que ça, c'est un truc, moi, qui me fascine, c'est d'où vient l'idée business, quoi. Alors, c'est très facile à dater parce que je sais exactement quand j'ai eu l'idée. C'était chez Microsoft à l'époque, donc rue du Sentier, dans ce magnifique coworking qu'on avait. On avait une dizaine de startups à demeure. C'était à l'époque, donc avant Covid, on avait encore des coworking avec des baby-foot et une tireuse à bière. Euh, et, euh, et donc, on avait notre cohorte, notre batch de startups qui cherchait tous à lever des fonds. Donc, on faisait les intros qu'on pouvait quand on en avait. Mais en gros, ils nous demandaient tous, on veut des listes, on veut des listes. On veut une liste de VC. Et chacun était sur son écran à faire sa petite liste, à googler, à chercher, à remplir leur propre Excel. Et moi, je me disais, c'est con, ça serait 10 fois plus efficace si on mettait ça en commun. On fait un document collaboratif. J'ai commencé à tester un truc avec des copains. On essayait de faire une liste sur Google Maps à l'époque et mettre des pins sur la map sur là où il y avait des fonds et essayer de remplir les fiches nous-mêmes à la main. Et en fait, il manquait la dimension collaborative à l'époque. Les outils n'étaient pas encore trop là pour faire ça bien. C'était avant même que Serena fasse c'est Serena qui fait sa map, VC Map, etc. C'est Ouais, vraiment Newfund aussi qui a partagé une liste. récemment. Mais alors là, je te coupe parce que c'est moi je suis un peu à la vieille. En général, quand on cherche alors, dans tout secteur, hein, on va chercher dans l'association ou le syndicat professionnel et eux, ils ont en général tous les membres. Donc, en France, c'était l'AFIC, l'Association française du capital investissement, et qui est devenue maintenant, ça s'est rebrandé en France Invest. Ils ont un annuaire et qui te le vendent à 150 €. C'est-à-dire, tu as tous les VC qui sont membres. Mais donc, en 2018, vous étiez là avec des TECOS. Alors ça, c'était 2015. C'était 2015. Et vous n'avez pas je dirais, ce réflexe d'aller l'AFIC, voir s'ils avaient un annuaire? Non, j'ai pas eu cette idée-là. Aujourd'hui encore, je ne connais pas cet annuaire. D'accord. Donc c'est peut-être que le problème n'est pas produit et marketing de leur côté. Ah bah oui, c'est une association professionnelle, donc forcément, c'est un Alors, peu flampant, quoi, le hein. seul annuaire que je connais, c'est celui de l'association des VC japonais.
Euh, C'est un peu ils loin, en ouais. donnent moins, voilà. Ils ont 2 pages, une page pour les VC, une page pour les corporate VC. Mais c'est hyper aride. C'est pas fait pour être utilisé. C'est Ouais, fait parce que ça doit être fait. Voilà. ouais. Je ne connais pas celui des Français, c'est peut-être mieux. Mais en général, en fait, tu as plein de listes qui aujourd'hui, maintenant, qui existent. À l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Pas autant, pas avec la même démarche. Mais beaucoup de listes demeurent et demeuraient. Soit c'était des honeypot marketing. En gros, ils te faisaient miroiter un truc pour que tu laisses ton email pour télécharger le machin. Mais c'était surtout pour se faire mousser. Beaucoup de fonds ont une petite liste, un petit moignon de quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas vraiment maintenu. Il n'y a pas d'investissement dessus. Le but, ce n'est pas de faire un outil utilisable. Ils en font juste assez pour remplir un objectif marketing et ça fait partie de leur content stratégie. Donc, je résume, hein, parce qu'en fait, l'objectif aussi de ce podcast, c'est de permettre à des néo-entrepreneurs ou des gens qui aspirent à l'entrepreneuriat de comprendre comment on identifie une problématique et comment on se lance. Donc, vous, je résume, hein, vous étiez une bande de start-upers dans un incubateur et vous vouliez tous lever des fonds. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous aviez Google pour trouver des investisseurs en France, vous vous appeliez Venture Capital France. C'est ça. Chacun faisait sa petite liste et donc voilà, toi tu t'es dit que ce serait pas mal de faire une liste commune un peu plus costaud pour que tout le monde puisse C'est y ça, avoir faire une liste accès. collaborative. Faire une liste D'accord. collaborative. Donc, on a fait une première version donc, sur Google Maps qui est encore en ligne. Il doit y avoir un article Medium qui s'appelle The Money Map of VC, quelque part, qui traîne de 2015. On avait. Mais enfin, c'était. Ouais. Mais c'était l'idée. Et ensuite, quand j'ai commencé à mettre la main sur Airtable, pour moi, alors je ne sais pas si les gens connaissent Airtable, j'explique, c'est comme un super base de données, mais accessible à tous, enfin, très simple d'utilisation. Donc, on est capable de faire des choses intéressantes sans coder, parce que moi, je ne code pas du tout. Euh, et donc, j'ai commencé à prendre la main dessus, faire ma liste là-dessus. Je me dis, eh ben, disons que c'est pas mal du tout. Et en plus, si on avait un front-end, une interface pour que chacun puisse mettre à jour, contribuer, qu'on puisse traquer les contributions, on pourrait réaliser cette vision d'une base collaborative. Donc là, c'était la période où on se comparait beaucoup à Wikipédia à ce moment-là. En fait, on prend le modèle Wikipédia, on l'applique. Donc on est d'ailleurs toujours sous licence Creative Commons hein, pour la base, elle est téléchargeable, minus les données personnelles. Mais voilà. Donc ça a été l'étape 2. Ça a été dire, ben voilà, on va le faire. C'est ce qu'on a lancé en 2021 sur Product Hunt. Avec Lucas, tu Avec rappelles voilà. son nom de famille quand on le salue? Lucas Rocky, bah, salut Lucas. Je Salut sais qu'il Lucas. va demander si c'est voilà, donc il va sûrement voir ça. Donc Lucas qui est vraiment le tech muscle sur Panussi, mais qui a aussi énormément de contributions sur le côté produit et business, parce qu'en fait, il est compétent sur vraiment tous les aspects. Et donc, voilà. Moi, je fais la base de données, un peu plus la vision produit et marché, parce que je sais comment un peu ça fonctionne dans ce milieu-là. Lui apporte le côté tech pur, plus d'autres considérations voilà, transversales. Et puis, à deux, on a lancé ça sur Product Hunt. On a fait Product of the Month. Donc ça, c'était vraiment génial, parce que ce n'est pas simple sur Product Hunt. On a vu qu'il y avait vraiment une appétence pour ça. On a aussi beaucoup creusé comment on monétise, parce qu'on a fait ça vraiment en mode… Attends, parce que là, tu lances en produit. pardon. Là, je le dis aussi pour les gens qui écoutent, qui aimeraient créer une entreprise. Là, pour le moment, à ce moment-là où tu lances sur Product Hunt, vous n'avez pas de société. Ah non, ah non, Voilà, ça c'est intéressant parce que dans le jargage startup, il y a la phase pré-seed où on fait énormément de choses sans être légalement créé. Et ça, c'est vraiment un mystère pour beaucoup de gens, notamment dans les vieux conseils en entrepreneuriat, on leur disait bah, il faut créer, on les bassinait pendant 1 heure sur le statut de la société et ça est réel, et su, ça su, machin. Donc on noyait les gens sur des trucs conneries et que en fait, l'essentiel de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu es en train de nous expliquer, c'est dans la phase idéation, pré-seed, dans le jargon startup, on fait énormément de choses sans être légalement structuré. Ah ouais, Voilà. ouais. Alors, évidemment, il y a un risque, c'est que tu es sur, notamment avec ton associé. Dans votre cas, ça veut dire que si les choses se passent mal avec Lucas, bah, c'est lui qui a le code. Moi, j'ai que mes yeux pour pleurer, je ne sais rien faire. Mais après, bon, ça s'est bien passé, et voilà, on se faisait confiance. Ouais, Mais mais bon, c'est un momentum qui permet aussi de créer la confiance et la loyauté interfondateur et pour faire des choses qui sont résilientes par la suite, quoi. ouais, absolument. Mais à un moment, c'est un calcul bénéfice-risque, comme pour tout. Donc, est-ce que je vais brûler, je ne sais pas, N centaines ou milliers d'euros à incorporer une société? Donc, tu as l'incorporation, mais tu as aussi derrière les frais de fonctionnement qui vont avec.
sachant qu'en fait, je ne sais même pas si je veux la créer. Finalement, on a fini par créer la société aux États-Unis. On Mmh. l'a créée il y a 4 mois. 4 mois. C'est Voilà. intéressant, hein? On a fait plus d'un an en freestyle. Euh, on a pris des donations. Il y a des gens qui nous ont soutenus avec des dons. Merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Ça nous aide vraiment. Sur un compte Kofi, kofi.com qui ne coûte rien du tout. Voilà, on se faisait un point avec Lucas de temps en temps. Je disais voilà combien on a reçu. Voilà, on va payer le Airtable un petit peu l'abonnement avec ça ou les différents coûts. Pour te dire, alors parfois tu te fais rattraper, parfois la brigade te rattrape. Mmh. Par exemple, ben, on n'a pas déposé le nom de la société. Et puis, il se trouve que quelqu'un a déposé le nom OpenVC aux États-Unis. Aïe. Voilà. Donc, marrant. On savait qu'il fallait le faire, mais on s'est dit, après nous le déluge. Ouais, Donc, enfin bon, quand tu es entrepreneur start-upper, 400 €, 500 € pour déposer un nom sur la France, ça fait ouais, chier, non, mais quoi. Tu vois, et puis, c'est pas le nom qui va faire le succès de la boîte. Ouais. Tu vois. Donc, ouais. Voilà. Donc, ok. Donc, bon, aujourd'hui, on va voir comment cette histoire se termine. Mais on s'en fiche parce qu'on avance pendant ce temps-là. C'est ça. En fait, le but du jeu, c'est d'avancer le plus loin possible avant de mourir. C'est fall forward, tu vois. Donc, je m'en fiche. On verra comment ça se termine. Et vous avez le nom de domaine, de toute façon. Alors, on a openvc.app. Eux ont acheté openvc.com qui coûte une blinde. Donc, on allait de toute façon pas se payer. Bon, après, par contre, en termes de SEO, bon courage pour nous rattraper. Mais voilà, on verra comment ça se termine. Et de toute façon, même si au pire tout pire, il faut qu'on change le nom. Bien On sûr. a, on a des utilisateurs, on a une communauté, on a des gens qui vont nous. À un moment, on pensait qu'on allait devoir changer quand on a vu ça. On a envoyé un newsletter à tous les gens qui nous suivent. On a dit écoutez, les gars, ça ne va pas du tout. On se prend un coup de matraque sur la tête. Aidez-nous à trouver un nouveau nom. On a eu des centaines de réponses, des gens qui nous soutiennent. Tiens, voilà le contact de mon avocat. Attends, si tu veux, on peut faire un call, je peux t'aider. Tu t'en fiches. En fait, ça vaut 10 fois plus que d'avoir un nom qui est protégé par je ne sais quel organisme gouvernemental. Et ouais, alors ça, encore une fois, pareil, hein, je fais mon petit prof Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as une communauté de fans. Quand dans le jargon, on appelle ça les innovateurs ou les early adopters, c'est-à-dire des gens qui tiennent vraiment au produit et qui vous suivent depuis le T0 de l'aventure Ah et oui. qui sont prêts à vous soutenir et même à donner de leur temps. Et ces gens-là sont très précieux pour une startup, puisque évidemment, c'est ces gens-là qui vont porter la startup. Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est plus important finalement que d'avoir des choses légales de protéger avec l'INPI ou je ne sais quoi. Ces gens-là sont plus importants que d'avoir des choses entre guillemets déposées. Et d'ailleurs, d'où vient cette communauté? Comment tu les as contactés? Ils viennent d'où? Alors, la communauté, alors, il y a audience, communauté, utilisateur. Bon, on va de façon générale. Les gens nous trouvent sur LinkedIn et sur Twitter. Et on fait en sorte qu'ils nous trouvent. Twitter, c'est pour les US. Et LinkedIn, c'est pour les non-US. En gros, nous, c'est vraiment ça qu'on voit. C'est qu'on communique sur LinkedIn, sur Twitter. Et on a une force au cœur de notre modèle. C'est en fait, on a une base de données. Donc, on a beaucoup de données sur un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Donc, on a du biscuit. Et on peut donner du biscuit. Donc, on peut faire sur Twitter ou sur LinkedIn Hello, this is a list of 200 deep tech investors. Like and comment to receive. Tu vois. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec 1000 likes, tu te retrouves avec 300 000 vues. On a fait à plusieurs reprises. On a vraiment, ça, c'est un truc qu'on a pour le coup bien réussi à systématiser. On arrive à faire de façon récurrente des posts sur LinkedIn à 200 000, 300 000 vues. Ouais. Voilà. Avec 1000 plus commentaires, sans bot, sans automation, rien. C'est purement des mécanismes naturels de la plateforme qu'on utilise à fond. Donc on a ce petit truc qui joue en notre faveur, c'est qu'on a un produit qui est quelque chose que les gens cherchent naturellement. Et ça, ce n'est pas une évidence. Le point faible, c'est la monétisation, mais on pourra en parler après. Juste, je crois qu'on était en train de terminer sur ta question, c'était comment j'ai eu l'idée de OpenVC. Et donc, je te disais que voilà, donc il y a eu voilà, ce que je veux dire, en fait, c'est que ça s'est passé de façon très organique. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire la liste parce que c'était le besoin. On a fait la liste. Après, on s'est rendu compte que oui, mais quand même, ça serait bien de distinguer les données qui sont plus fiables. C'est-à-dire parce qu'en fait, il y avait beaucoup de fonds qui ajoutaient leurs propres données. Donc, on a fait ce petit système de verified où quand quelqu'un en fait, peut vérifier avec son email qu'il est bien du fonds dont il remplit les informations. Ensuite, les founders disaient mais on veut contacter les fonds. Il y a beaucoup de fonds qui nous disent on veut bien prendre du call d'email.
Donc, on a créé le petit reach out, le petit submit deck. Et après, on s'est rendu compte qu'on devenait une usine à spam. Alors, on a mis en place un système de filtre. Donc, aujourd'hui, là où on est aujourd'hui avec OpenMVC, c'est qu'en moyenne, un fonds va recevoir entre un deck par semaine et un deck par 2 semaines, on va dire, qui est normalement dans sa thèse, qui est qualifié, qui a été prescreené. On fait ça très vite. On a un système qui fonctionne bien maintenant pour faire ça efficacement. Donc, on ne garantit pas que c'est le futur Facebook à chaque fois. Mais en tout cas, c'est un deck que tu es censé vouloir voir parce qu'il n'est pas trop mauvais et il est dans ta thèse. D'accord. Et ça c'est, vous le faites en interne manuellement? C'est-à-dire que imagine, je suis Harry, je te soumets un deck pour Serena. Le deck, il arrive. Est-ce qu'il est traité automatiquement et vous ne faites rien parce que vous l'avez paramétré, ou est-ce qu'il y a quand même un petit visionnage humain? Il y a un traitement manuel. Alors là aussi, dans l'optique d'un peu de partager des leçons avec les gens qui pourraient écouter, on s'est posé la question de est-ce qu'on devrait créer un algorithme, utiliser de l'intelligence artificielle pour, traiter ça. Et en fait, on s'est dit non, on va juste utiliser Airtable. On va avoir un petit bouton pass-fail, tu vois. Et donc, on reçoit tout le deal flow tous les jours dans le Airtable. Donc, on a un système de batch, donc c'est assez bien fait. On regarde l'email, on regarde le pitch deck en 30 secondes et on dit pass ou fail. Et quand c'est fail, on ajoute un petit commentaire pour le dire pourquoi. Donc, on rejette, on lui dit, on a pareil, c'est semi-automatisé. Écoute, ton pitch deck, il n'est pas au niveau. Tu dis pas qui est l'équipe et du coup, comment tu veux établir une relation. C'est un hors thèse, tu contactes un fonds qui investit en Allemagne, toi, tu es aux États-Unis, arrête. Ou bien, des fois, tu as des fous complets, bon, il y en a toujours. Voilà. Mais on essaie toujours d'être pédagogique, éducatif, parce qu'il y a beaucoup de first-time founders. Voilà. Mais des fois, on a aussi des gens qui sont qui ont déjà 1 ou 2 exits et qui nous utilisent parce qu'on est pratique, parce qu'on est gratuit, parce qu'ils veulent un peu étendre leur pool d'investisseurs. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis là sur les fous, parce qu'à une époque, j'étais inscrit sur la plateforme Oseo, parce qu'Oseo Oseo, c'est l'ancêtre, c'est avant que ça devienne la BPI. Ouais. Donc, Oseo avait sa propre plateforme de mise en relation investisseurs et entrepreneurs. Ah, j'étais inscrit dessus. Ouais, mais c'était un peu archaïque, hein. Ah oui, oui. Et moi, j'ai reçu des gens qui voulaient lever des fonds, mais quelqu'un, par exemple, qui voulait faire, de mémoire, hein, je crois que c'était un type qui voulait faire un karting. Et moi, je dis, écoute, c'est sympa, mais c'est pas mon truc, quoi. Moi, c'est marqué biotech, machin, c'est pas mon truc, j'y connais rien, mais bonne chance. Et le type, il me réalpague par messagerie Oseo et il m'engueule. Il me donne un cours de finance. Oui, avec la tech, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, la crise de 2000, ça vaut rien, la tech, machin. Je dis, merci beaucoup pour ce cours de finance. Bonne chance. Et le mec, il a continué. Mais en fait, ce genre de dingo, il y en a plein, quoi. Et en fait, je me demande si vraiment les VC reçoivent ce genre Alors, Ah oui, sûrement. alors on a un tableau, on a un leaderboard en interne que je ne peux pas partager avec Mika, de tous les dingos qu'on reçoit. On en a des, ils sont vraiment allumés, quoi. Ouais, mais du coup, ce qu'on fait, nous, moi, des fois, je définis OpenVC comme le sewage system des VC. Alors qu'en fait, on retire vraiment bon, je vais être un peu vulgaire, on appelle ça le sheet flow en interne. Et le deal flow, il y a le sheet flow. Donc, nous, en fait, on retire le sheet flow et on fait en sorte que du coup, le cold flow qui était… En fait, un des trucs, c'est que les VC ne regardent pas le cold flow parce que, voilà, il y a tellement de bruit, le signal est tellement faible que ce n'est pas rationnel. Si tu es rationnel, tu ne vas pas perdre ton temps à regarder 180 emails de dingo pour peut-être trouver une pépite une fois tous les 36 du mois. Ça n'a pas de sens. Mais avec notre système, ça devient pertinent parce que tu sais que ce que tu reçois, il y a eu une première étape de curation. Et donc, en tout cas, nous, c'est notre ambition, hein. Après, on n'y arrive pas à 100%, mais on s'améliore rapidement là-dessus. Pouvoir délivrer ça. Et je pense que c'est du coup là où nous aussi, on a peut-être trouvé une petite opportunité, un angle d'attaque où personne ne regardait, parce que personne ne s'intéressait au call flow. On dit, le call flow, de toute façon, c'est de la merde, c'est pas intéressant. Non, mais cette frange-là, on pense qu'il y a moyen, en appliquant un bon process, un bon produit et un peu d'huile de coude, il y a moyen d'en sortir quelque chose d'intéressant et ça nous donne un premier pied dans la porte. Et ensuite, Alors, on a parfaitement compris, on va dire, la valeur côté entrepreneur, puisque là, ils ont
Si tu veux, après, tu peux même partager l'écran pour nous montrer, Mais on a parfaitement compris du côté start-upper et entrepreneur parce que tu as une interface qui leur permet de trouver tous les VC qu'ils veulent. Enfin, là, je pense que Harold, il veut te poser des questions aussi sur Ouais. l'exhaustivité, je dirais, de ta base. Donc, les VC, on peut les trouver en fonction du stade d'investissement, du montant qu'ils investissent, de leur spécificité, EdTech, biotech ou je ne sais quoi d'autre, SaaS, etc. Donc, ça, c'est le côté, la valeur pour les entrepreneurs. Et la valeur, donc le fameux Unique Selling Proposition, Unique Value Proposition du côté VC, c'est que tu fais un travail que leur analyste ne pourrait pas faire. Alors, Enfin, l'analyste aurait beaucoup mieux à faire que de faire ça, entre guillemets. l'analyse, c'est non. ça. Alors, l'analyse, il fera mieux que nous parce qu'il ira plus en profondeur. Hmm. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dégraisse, on lui dégraisse, on retire le gras et on lui laisse la viande. Tu vois. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que si Voilà. l'analyse doit passer ça va Oui, passer 5 heures à faire, à lire des emails à la con, voilà, c'est ça. Ouais, 5 absolument. heures qu'il ne peut pas travailler sur les vrais fiches deck. Absolument. Et après, on va dire que la USP, elle se décline un petit peu selon les types d'investisseurs. On a des investisseurs qui aiment bien faire du cross-border ou qui regardent de plus en plus, qui ont par exemple, qui sont très bons aux US, mais qui veulent regarder un peu Latin America ou en France sur l'Afrique. Et donc, c'est un moyen pour eux de se brancher sur un deal flow pour élargir un petit peu leur sourcing. Parce que souvent, quand tu as un fonds, tu es très bon sur ta verticale ou ta thèse initiale. Et quand tu veux expand un petit peu, eh ben, c'est bien d'avoir un truc en VC. Il y a des fonds qui ont des thèses de plus en plus niches, de plus en plus ciblées. Ça t'a pas échappé que voilà, il y a de plus en plus de fonds, tout le monde est investisseur. Et donc, tu as des gens qui sont vraiment très spécialisés. Par exemple, ils vont pas faire biotech, ils vont faire dans la biotech, ils vont faire, je sais pas moi, single cell, voilà ce que je fais, single cell, whatever. Et ben, du coup, avec OpenVC, un founder qui fait du single cell, il va trouver le fonds qui fait du single cell. Donc, il y a une question de matching fin, si tu veux, qu'on arrive à faire pas trop mal. Et il y a beaucoup d'emerging managers, donc c'est des investisseurs qui c'est leur premier fonds, leur deuxième fonds, leur troisième fonds, qui sont, si tu veux, jeunes dans le milieu. Ils n'ont pas un track record énorme, ils n'ont pas un réseau énorme, donc ils ont bien sûr leur réseau, mais ils aiment bien compléter. Et après, il y a une quatrième dimension qui est un peu plus marketing, mais c'est qu'on est sur un trend aujourd'hui, je pense que vous avez vu tous les deux, qui est justement du open VC. C'est-à-dire qu'il faut être plus ouvert, plus transparent. Il faut offrir une porte raisonnable aux gens qui voudraient rentrer et qui n'ont pas forcément la connexion. D'autant plus à une époque où tout le monde est remote, où tout le monde n'est plus forcément dans la Silicon Valley. Et donc, tu peux trouver de très bons investisseurs qui sont dans le Utah, si tu es toi à San Francisco. C'est encore une fois, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'on voit bien comment le monde a évolué. Parce que moi, je viens d'un vieux monde où les VC n'avaient même pas de site web. C'était que par cooptation de gens qui se connaissaient, qui se cooptaient entre eux. Et quand bien même ils avaient un site internet, c'était un site internet à la façon des hedge funds. Je ne sais pas si tu as déjà vu des sites internet de hedge funds. Tu as juste une page d'accueil avec un intranet, mais que pour les gros clients qui ont mis 1 million ou 2 millions. Mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire, tu ne peux pas les contacter, tu sais pas, c'est juste une photo et c'est tout, quoi. Et en fait, à une époque, les VC avaient ce genre de site web. C'est-à-dire qu'ils n'étaient vraiment pas accessibles. Il n'y avait même pas d'annuaire d'association professionnelle. Et là, comme tu dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont eux-mêmes en train de devenir des espèces de start-up avec évidemment des VC émergents, mais même les anciens se modernisent. Ils ont des sites internet de plus en plus interactifs. Donc, effectivement, le monde est en train de changer, puisque, comme je le dis sur Internet, mais ce n'est pas de moi, je crois que c'est Oussama qui l'a dit plusieurs fois, c'est que l'argent est en train de devenir une commodité. Il y a plus d'offres d'argent qu'il y a, entre guillemets, de start-upers. Et donc, ils sont obligés de vraiment de montrer qu'ils sont différents, qu'ils sont meilleurs, ce qu'ils peuvent faire aussi en termes de valeur, ce qu'ils peuvent apporter pour les entrepreneurs. Bah, ils se font un peu disrupter par les crowd equity, les crowdfunding, Aussi, par les ICO dans les tokens et la blockchain. Donc ça se démocratise. C'est vrai que tous les entrepreneurs qui réussissent deviennent monde des family office. Donc, ouais. Ouais, le RDF aussi, sur tout ce qui est modèle récurrent, revenue-based financing, enfin, les mecs comme Pipe, CapChase. Mais le monde a changé, hein, parce que là, il y avait l'année dernière, il y a 2 ans, je regardais une émission avec Marc Fiorentino sur BFM Business et il avait invité la chaîne, le PDG de la chaîne d'ophtalmologie, enfin des lunettes très connues en France. Ah oui, Lévi, Non, qui fait les lunettes. Une offerte. Afflelou? Afflelou, ouais. Il avait invité Afflelou et il lui avait dit, bon, maintenant que vous avez réussi en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous-même, vous réinvestissez dans les entreprises? Bon, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui est d'une autre époque.
bah, il est resté un peu de mal. Il a dit, ah non, non, moi, je suis dans l'immobilier, j'assure. Et en fait, le monde a changé. Et le monde a changé à partir Par contre, d'Xavier Niel et de Marc Simoncini. Tu vois, le fils d'Aflelou investit. voilà, c'est marrant Voilà. parce qu'il y a un changement des générationnel, en fait. Ouais, absolument. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'émergents, en fait, qui ont une autre approche, je dirais, de l'investissement. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, que moi, que j'utilise pour nous, c'est le long trend, le long tail, tu sais, dont on parle en SEO, mais pour les VC. Mm. En fait, je pense qu'il y a une long tail de VC qui est apparue et que tu ne vas pas juste aller parler à Sequoia ou à Andreessen Horowitz si tu veux lever des fonds. Il y a plein de gens super smart qui sont voire même la plus forte valeur ajoutée que ces gens-là. Si tu es capable de trouver la bonne personne avec la bonne thèse, avec le bon réseau. Et ça aussi, c'est un truc qu'on est capable, que nous, on voudrait être capable d'adresser. Être capable de te dire, OK, bien sûr, tu connais en France Elaya, Serena, Partech, super. Est-ce que tu connais Bidule Truc Ventures, qui est super bon sur ton truc à toi et qui investit exactement ta taille de chèque. Et en plus, ils sont actifs en ce moment. Et en plus, ils acceptent les calls d'email. Et voilà. Donc, c'est un peu un aspect. Ouais. Donc, nous, on attaque un petit peu la face cachée de la Lune. Les trucs, les 80% finalement qui ne sont pas forcément super sexy, cold flow, emerging managers, donc ce n'est pas les trucs qui brillent au départ. Mais ça n'empêche pas qu'on a des investissements qui sont faits via les intros d'OpenVC, on le sait. On ne le mesure pas encore de façon systématique, mais on recueille des feedbacks des deux côtés. Et on espère qu'avec les gros updates qui arrivent là dans les prochaines semaines, on va pouvoir aller encore un cran plus loin dans ça. Alors moi, en regardant l'invitation d'Harry et ton site internet, etc., je me demandais si la liste qu'on te voit des VC, elle était, de quelle manière elle est incluse dans le site, comment elles sont entrées, comment s'inscrivent les VC, comment ça fonctionne, parce que le nom c'est OpenVC, mais est-ce que c'est que des VC ou est-ce qu'il y a des business angels, est-ce qu'il y a des family office, Ouais. est-ce que c'est une entrée, parce que tu parlais de collaboratif, Ouais. donc est-ce que c'est vraiment les start-upers qui rentrent eux-mêmes les données sur les différents investisseurs, ou est-ce que pour l'instant c'est un travail que vous avez fait? Parce que c'est vrai que c'est très puissant si c'est collaboratif. Très simple. Tu as un bouton Add a Fund en haut à droite qui te permet d'ajouter un fonds. Aujourd'hui, on a surtout des fonds. Là, dans 2 semaines, on va sortir les angels, les accélérateurs, incubateurs, les studios. Et ça sera tout pour le moment. Il y en a d'autres qui arrivent après. Stéphane, je te propose que à la rigueur, tu partages ton écran sur OpenVC. Comme ça, on continue la discussion avec. Ce sera peut-être plus parlant parce qu'on va. Et donc, add a fund, ça peut être un start-upper qui add a fund, par exemple, ou c'est le fonds lui-même? Absolument, absolument. Okay. Après, ce qu'on a, c'est et je vais reprendre mon écran en même temps que je parle, on a un système où, en fait, quand tu add a fund, si tu travailles pour ce fonds-là, tu vas pouvoir mettre ton email pro. Okay. On va vérifier ça. On a un petit process qu'on fait à la main très simple. Et du coup, quand un fonds est marqué verified, je ne sais pas si tu vois le petit. Regarde, vous voyez mon écran? Ok, ouais. Super. Donc, quand vous voyez le petit verified, c'est-à-dire que c'est un employé qui a ajouté sa donnée. Et donc, à ce moment-là, un random ne peut plus modifier. C'est-à-dire que toi, Harold, tu ne pourras pas modifier 46 Venture. Par contre, quelqu'un de 46 peut modifier. Okay. Donc, en fait, on essaie toujours de mettre un effet de cliquet. Dès qu'on a une donnée qui est fiable, elle est plus modifiable par quelqu'un qui a des droits plus faibles. Tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de garder une hygiène de la donnée. Et le statut verified est valide 12 mois. Donc, si tu ne remets pas à jour au bout de 12 mois, tu es dégradé. Et quand tu n'es pas verified, tu tombes en bas de la liste. Ça, c'est génial, ça. Ah oui, c'est super, ça. Voilà. Dans un mois, vous aurez... Alors, je vous donne des petites exclus. Donc, il y aura quelques features en plus. Vous aurez notamment le response time, average response time pour chaque fois. Donc ça va être assez cool. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Qu'est-ce que tu as dit? En moyenne, le response time, le reply time. Okay. Combien de temps, tu vois, comme sur Airbnb, est-ce qu'un fonds répond en général en 1 heure, 1 jour ou 1 semaine? Oui. Donc, voilà, c'est le genre de petits trucs qu'on va essayer d'apporter. Toujours apporter plus de transparence dans cette partie-là. Voilà, donc le fonctionnement est très simple, on s'inspire de Google. Donc, tu tapes, on va dire que tu as une boîte, je ne sais pas, donnez-moi un exemple, ce que vous voulez, prenez une boîte que vous connaissez, on peut tester. Harold, Harry, je ne sais pas. Tu veux parler une startup, tu veux dire? Ouais, parle-moi d'une startup que tu connais. Allez, Feed de Anthony Bourbon. Ils font quoi, Feed? Ils font des barres énergétiques. Donc, c'est food. Des suppléments alimentaires, ouais. Voilà, food. C'est plutôt B2, on va dire c'est B2C, j'imagine. Ouais, B2C.
une autre verticale, un truc particulier. Ils sont peut-être axés sustainability, axés lifestyle, axés, je sais pas. Peut-être lifestyle, ouais. Ouais, ok. Bon, on peut même juste laisser flou des B2C, hein, c'est pas gênant. Ils sont basés où? En France? Ils sont basés français, dans la France. Et compagnie Stell, alors je sais pas où ils en sont. Ah bah, il est en growth, hein. Ok. Alors, Presque pré-IPO, je pense, mais bon. voyons ce qu'on a. On n'a peut-être pas énormément, on n'a que 10 résultats, parce que forcément, du growth en France, en foot, c'est quand même assez spécifique. Mais du coup, on est capable de te dire, voilà, tu as 10 fonds ici, qui sont listés, qui investissent sur cette thèse-là. Tu es capable d'avoir, donc, comment les contacter. Donc, ici, c'est un submit deck, donc tu vas pouvoir leur envoyer un email. Ici, c'est à travers un formulaire, le logo est un peu différent, donc tu vas sur le formulaire du site. Et parfois, il est marqué Intro Preferred. Donc ici, c'est un fonds qui dit, moi, je ne veux pas de call d'email, mais je te fais savoir que j'existe. Donc après, tu cliques sur Intro Preferred, tu vas pouvoir aller sur leur LinkedIn et trouver une info. Mais au moins, on te donne toute l'info en essayant d'être startup friendly et VC friendly. Donc on force aucun comportement d'un côté ou de l'autre si tu n'as pas envie de partager. Et donc, si je prends Creadev, par exemple, je vais te faire ce deck. Donc j'ai d'abord un premier écran où je vais pouvoir lire leur thèse et voir est-ce qu'effectivement c'est un bon fit ou pas. Donc là, j'ai leur thèse détaillée qui a été renseignée par quelqu'un de leur fonds. Une fois que c'est bon, je fais proceed. Donc là, je vais pouvoir choisir, c'est Morgane Potima, qui est apparemment la personne chez eux à contacter. Donc, je vais pouvoir directement la contacter via OpenVC. Je vais pouvoir mettre mon email, donc stéphane@phil.com par exemple. Sujet, message. Et là, on t'aide un petit peu. Donc, on t'explique comment faire un bon sujet d'email. Ton message, tu vas faire hi, my name is Steph, whatever. Et là, tu as un petit hint. Start your mail with a personal greeting, exemple, hi John. Donc là, ça va être hi Morgan, par exemple. On essaie de, comme on est sur un public avec des niveaux de sophistication qui sont très différents, on essaye toujours d'embarquer le côté éducatif dans le produit. Ça, c'est génial parce que, alors, peut-être pas pour un fonds growth, parce qu'en général, un entrepreneur qui est en growth, c'est un adulte, quoi. Mais quand tu as un pré-seed ou un seed fait monter par des jeunes ingénieurs qui sortent d'école ou enfin, tu les connais, hein, parfois ils ont des emails, c'est jack427 @gmail, quoi. Enfin, c'est gmail.com et ils t'envoient des emails. Parfois, c'est rigolo. Salut, comment ça va? Tu vois, ouais, là, c'est bien que en tout cas pour les précis, les jeunes entrepreneurs, c'est bien que tu les drives un peu, quoi, automatiquement. Voilà. Après, très honnêtement, on ne se fait pas d'illusions. On sait très bien qu'on est plus proche d'un Tinder que d'un Uber. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le top 5% des startups qui vont intéresser 95% des fonds. Donc, en pratique, les gens pour qui on a créé ces guidelines-là, en général, ce n'est pas ceux qui vont réussir à lever. Parce que si tu as besoin qu'on te dise ça, c'est qu'en général, tu n'es pas prêt. Moi, je me fais l'avocat du diable parce que je ne connais pas Mark Zuckerberg en vrai. Hein. J'ai vu comme tout le monde le film The Social Network. C'était c'est une sacrée tête à claque, quoi. Tu vois, le mec, c'est un asocial fini. Enfin, je veux dire, ce mec-là, en interaction humaine, même par écrit, il ne doit pas être sympa, quoi. Tu vois, et pourtant, c'est Mark Zuckerberg. Alors, il y a toujours cette espèce de mythe du gars un peu fou où on se dit, est-ce qu'on ne va pas passer à côté, tu vois? C'est ça. En tout cas, nous, voilà, on sait qu'en fait, on s'adresse à au moins 2 ou 3 publics différents, avec des niveaux de sophistication différents. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, le concept de sophistication chez les founders. Je pense que, en fait, c'est le truc, c'est ça le critère que les VC regardent sans le dire. C'est un critère qui est écrit nulle part, qui n'est jamais formulé ou conceptualisé. Mais en fait, ils essaient de voir est-ce que le gars, il comprend, il est intelligent, à la fois techniquement, mais aussi socialement. Est-ce qu'il comprend son industrie, est-ce qu'il comprend son marché? Quel est comment ça fonctionne là-dedans, en particulier quand tu es précis et que tu n'as pas d'autres data points sur lesquels te faire prendre une décision. Donc, si moi, je peux permettre peut-être à donner quelques conseils du vieux que je suis. Là, nous, notre manière de donner des conseils aux gens qui voulaient entrer en contact avec des VC, c'était aller voir sur leur site ou sur LinkedIn leur parcours éducatif. C'est si ils ont des majors en finance d'entreprise, d'HEC ou d'INSEAD, les mails doivent être très formels. Tu vois, c'est quasiment votre Altesse. Tu vois, c'est très, dans les formes. Tu vois, c'est bonjour monsieur, suivi du nom de famille, je me permets de vous contacter, etc. Par contre, si le fond, c'est un VC émergent d'un entrepreneur à la Marc Simoncini, mais un peu plus jeune,
tu peux être un peu plus informel, mais tout en étant… Mais il y a des codes là aussi. Il faut être précis, punchy, mais sans tomber dans le côté t'es mon pote, quoi, high five. Ça, c'est trop. Et en fait, Bah, voilà. ça fait penser à Jean de la Roche-Brochard qui répond de manière très expéditive quasiment, tu vois, sans dire bonjour, etc. Une ligne pour gagner du temps. Ouais. Donc, c'est un peu Oui, ça. mais Et c'est c'est efficace, bien sûr. c'est efficace. Et d'ailleurs, moi, un des trucs que j'aime beaucoup, une des features que j'aime le plus qu'on a construit, c'est que le message ici ne peut pas dépasser 1400 caractères, Mm. si tu vois. Mm. Parce que ça, c'est une plaie que tu as des fondateurs qui te racontent leur vie. Et en fait, oui, mais non. Surtout sur un call d'email où tu as 95% de chances que ça passe pas de toute façon. Il faut être hyper voilà, succinct. Donc voilà, tu ajoutes ton pitch deck et c'est parti. Ça, c'est la version actuelle. Et là, ça, c'est filtré par vous d'abord. Ouais, Ok. absolument. Absolument. Et là, est-ce que tu peux revenir en arrière sur quand il y avait le nom de la… Voilà, Morgane donc Potimat. Là, est-ce qu'on peut cliquer sur son nom? Et là, ça va où? Ça va sur son LinkedIn? Alors, non, ça va sur son profil OpenVC. Donc là, elle l'a pas trop rempli. D'accord. Mais est-ce que sur LinkedIn, là, le logo, il est actif ici? Tu peux aller comme ça. D'accord. Dans Et LinkedIn alors, de- justement, ça, c'est une question qu'on voulait te poser, c'est qu'est-ce qui empêche un entrepreneur de faire sa recherche sur ta plateforme et ensuite d'aller faire son affaire en dehors de ta plateforme et contacter la personne ou le fonds Il peut absolument le faire s'il pense que c'est dans son intérêt. Hmm. Euh, Moi, je considère qu'OpenVC, c'est ce qui vient dans un deuxième temps. D'abord, tu fais toutes les intros que tu peux avoir, parce que ça sera toujours mieux d'avoir une intro. Et une fois que tu as besoin de compléter ton tour, nous, ce qui marche bien, par exemple, c'est les gens qui ont déjà un lead et qui veulent compléter leur tour. Là, ils ont forcément un meilleur. Ah oui, c'est un très, très intéressant ça. Hmm. Mais si tu n'as rien, que tu arrives avec juste j'ai une idée, j'ai un proto que j'ai fait sous Figma, je ne suis personne, donnez-moi 500K, ça va être compliqué. Hmm. C'est pour ça, on sait très bien qu'une masse des gens qui ont été produits ne vont pas forcément réussir à lever. On ne va pas forcément les aider à lever, mais au moins on va les aider à comprendre ce qu'ils doivent faire. Et puis, il y en a une petite partie, mais ça veut dire que c'est toute l'industrie qui fonctionne comme ça, une toute petite partie qui va réussir à lever. Et c'est peut-être des gens qui étaient déjà sur la bonne voie, puisqu'ils avaient déjà un lead, ils avaient déjà de la croissance, un produit, etc. On a eu dernièrement, je crois que je te l'avais dit la dernière fois qu'on s'est parlé, je sais plus. On a eu deux gars qui avaient fait une exit à 900 millions ensemble sur précédente boîte, des Américains, et qui le monter une nouvelle boîte, c'était précis, ils sont passés par OpenVC. Bon, j'ai vu ça, je me dis, ok, je ne sais pas pourquoi ils passent par nous, mais en fait, c'est juste que c'est simple, la liste, elle est là, c'est gratuit. En fait, tu n'as pas de friction. Tu n'as pas de paywall. Je ne sais pas si tu as vu, je n'ai même pas besoin de me loginer. Enfin, je ne me suis pas créé un compte, rien. Hein. Oui, l'accès est libre. Ouais. OpenVC, voilà. Donc, on joue vraiment ça à fond. Et je précise que c'est un produit qu'on a construit vraiment sur nos soirées, nos week-ends, y compris jusqu'à maintenant. Je bosse encore à côté pour payer mes factures. Donc aussi, le bootstrapping, enfin, c'est un concept qui est vrai. Alors, ça, j'ai remarqué un truc, c'est que dans l'audience de ce podcast, moi, je pensais qu'au départ, j'allais m'adresser à des gens qui étaient très au fait du langage startup. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'intéresser à l'entrepreneuriat et qui sont un peu rébutés par notre jargon, on va dire, américano. Donc, bootstrapping, c'est quand on travaille sur l'émergence d'une startup sans argent extérieur que ce que nous-mêmes, on peut injecter en termes de compétences, d'heures et notre propre argent personnel. C'est pas d'argent extérieur. Donc, ça s'appelle c'est le bootstrapping. C'est ça, c'est quand tu lèves pas de fonds et tu fais toi-même jusqu'à un certain point. Et en fait, ça aussi, c'est un truc que beaucoup de founders, de fondateurs ne comprennent pas, ou ils ont une mauvaise conception de la chose. C'est pas, oh, je veux monter une startup, je vais aller chercher 1 million d'euros qu'on va me donner gracieusement. Non, il faut d'abord que nous, on est encore au tout début, on est tout petit, il faut qu'on déblaye. Donc voilà, on construit nous-mêmes, on avance doucement, c'est pénible, ça va pas aussi vite qu'on voudrait, on est très frustré. Il y a plein de trucs qui manquent. Bon, là, cet été, on a réussi à bien bosser. Donc là, dans 2 semaines, on va sortir un truc incroyable. Je vous dis, ça va secouer. Si vous avez besoin, il y a un super outil pour lever des fonds. Ah oui, ça se fait comment? OpenVC. Non, mais en tout cas, et ensuite, on sera, je pense, dans une bonne position. Si jamais on veut lever, on aura de l'attraction, on aura un produit, on aura des utilisateurs. Puis bon, on aura effectivement un bon outil pour ça. Mais on aura quelque chose à montrer, on aura de la substance.
Je sais pas Et si- là, je voudrais rebondir sur une des questions qu'Harold voulait te poser, mais je la pose moi, mais bon, Harold, tu me corriges c'est justement, c'est par rapport à la, entre guillemets, pénétration de marché, j'ai horreur de ce mot, mais sur le nombre de VC émergents et VC classiques qu'il y a en France et éventuellement en Europe. Est-ce que tu as une idée du pourcentage que tu as réussi à lister ou pas Euh, encore? Alors, c'est très dur de savoir combien il y a d'investisseurs exactement, parce que Mhm. tu trouves des chiffres quand tu regardes chercher les chiffres. Ça va de 1 à 10, quoi. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1200 fonds vérifiés. 1200, d'accord. Ouais, 60% sont aux US. 60% US. Ouais, Ok. ouais. 30% Europe de l'Ouest. Mhm. Donc UK, Allemagne, France, voilà. Et 10% Rest of World. Je parle là du headquarter. Je parle du siège du fonds. Mais après, tu peux avoir un fonds français, évidemment, qui investit aussi bien aux États-Unis qu'à Singapour. Mhm. Mais là, je te parle juste par le siège. D'accord, parce que si on prend par exemple New Fund Management, ils ont le headquarter à Paris, mais ils ont aussi un siège dans la Silicon Valley, il me semble. Donc, ils sont bien investisseurs, entre guillemets. Et si on prend Newfund, tu vois, par exemple, ils investissent en Israël France, aussi, d'accord. en Israël. Voilà. Donc, si tu cherchais un fonds en Israël, tu les trouverais. Mais leur Hmm. siège, effectivement, Leur siège est en France, oui. il est ouais, en France, 58 rue de l'Arcade. Voilà. Il y a beaucoup de fonctions. Donc, les profils des investisseurs, comme on a vu tout à l'heure pour Morgan, c'est quelque chose qui est encore en bêta privé. C'est quelque chose qu'on sort dans 2 semaines. Donc, Harold, tu pourras créer un profil si tu veux. Voilà, ça sera possible. Et de la même façon, tout ce qui est value add, we are, les portfolios, ça, c'est des choses qu'on sort vraiment dans 2 semaines en, en public. Et donc, ouais, je vais rebondir sur une des questions de Harold, c'est justement, et concernant tu sais, tu as évidemment les clubs de business angels qui sont listés dans l'association des business angels français, mais chaque pays a son association des business angels, donc qui va référencer les clubs locaux. Tu as un club de business angels à Nice, à Marseille, tu en as plusieurs à Paris, etc. Est-ce que cela, c'est dans ton ambition de les lister? Donc, les clubs de business angels à Tata, les big angels qui sont en général pas affiliés, ils sont très indépendants, comme Alexandre Richard, par exemple, qui a son propre fonds, son propre site internet, sa propre thèse d'investissement. Mais en fait, si on réfléchit bien, Kima Venture, c'est aussi un big angels en fait. Absolument. Donc, est-ce que tu aimerais les lister ou tu es vraiment focus VC? Oui, on peut les lister. D'accord. Pour moi, c'est du venture capital. Ce n'est pas une VC firm, mais c'est du capital de venture. C'est ça, oui. Capital risque. Un angel qui investit 10K, c'est du capital risque. Mais ce n'est pas une firme de capital risque. Donc, oui. En fait, moi, je raisonne offre et demande. Donc, tu as une offre de funding, ça en fait partie. Par exemple, si tu regardes, je crois qu'on a quelques angels déjà. Voilà, je prends un Amit Patel, par exemple. Voilà. Bah, le gars, il est là. C'est un angel. De toute façon. D'accord. Tu vois. Dans la terminologie, on appelle ça un big angels. C'est Ouais, des gens qui investissent régulièrement dans des startups. Euh, exactement. C'est En un, fait, c'est un super ce que je veux angel. dire, c'est que tu as des business angels qui sont pas, ils peuvent investir une fois par an, tu vois, ou Ouais, sur un coup de cœur. Ceux-là, c'est un peu compliqué de les lister. Tu vas avoir des milliers de personnes alors, individuelles. Par contre, les clubs de business angels, les associations de business angels, comme, je sais pas moi, t'en as plein, t'en as 3 ou 4 au moins à Paris, t'en as 2 à Marseille, etc. Voilà, voilà exactement ça. C'est exactement à ça que je pensais. Ça, c'est des associations de business angels. Certaines sont généralistes, d'autres sont thématiques, comme celle-là. Donc, ils aiment bien investir en fait souvent sur des femmes fondatrices, pardon. Donc, cela, tu les listes. OK. ah oui, absolument, absolument, absolument. On avait des limitations de produits, mais qui sont résolues là dans les jours à venir, ça va être résolu. Donc ça sera présent. Et je pense que quand tu es un fondateur, la vision, c'est la même qu'il y a 8 ans chez Microsoft. Hein. Mm. C'est je suis fondateur, je veux mettre, voilà, je dis ce que je fais, et on montre à qui je dois parler. Et après, si pertinent, soit j'arrive à avoir une intro, soit si j'ai pas une intro, eh ben, on va m'aider à avoir un accès. Et comme on fait le screening, ça ne vaut pas une intro, mais c'est quand même un peu mieux que du spam sur LinkedIn ou via Gmail. Et le site est en ligne depuis quelle date? Ou alors le site, ça fait depuis avril 2021. Ok. On l'a lancé, je ne sais plus, c'est le 11 avril 2021 sur Product Hunt, le lancement. Mais après, voilà, on a travaillé dessus vraiment petit bout par petit bout.
en fonction du temps qu'on avait. Il y a des semaines où tu t'avances plus que d'autres. Et vous êtes tous les deux basés en France, les deux fondateurs? Ouais. Même si moi, je voyage pas mal. Je fais partie de ces digital nomades. Mais ouais, sinon, on est tous les deux basés en France. Et pourquoi avoir choisi de créer la boîte aux US? Parce que c'est là qu'est le marché. Ok. Le marché du capital risque, 50%, c'est les US. Et plus encore en termes de ceux qui donnent la tendance, c'est là-bas que ça Ouais, bien commence. sûr. Tu vois. Les emerging managers, la transparence dans le monde du VC. Voilà. Jamais aux US, tu mails un VC en vous voyant et en lui disant je me permets de vous contacter. Enfin, tu vois, ça, c'est des pratiques qui se font encore peut-être en France. Bah, déjà, ils n'ont pas le vous, hein, c'est ça l'avantage aussi. Ça aide. Mais bon, c'est Mais c'est sûr que c'est moins formel. Beaucoup, là que beaucoup ça moins se passe. formel. Et puis, notre trafic est essentiellement US, hein, des deux Ouais. côtés. Les Français, malheureusement, j'ai beau être sur quelques groupes français où je leur dis venez. C'est les Américains qui répondent le mieux aux produits. Quand les pénétrations du marché arrivent, ben, on le voit clairement. Et justement, point de vue de la concurrence, est-ce que tu avais des concurrents américains? Parce que honnêtement, moi, j'ai vu des tentatives sur ce marché en France. Je n'ai pas les noms en tête, je suis désolé. Je voulais regarder, il y en a une qui a fermé par exemple. Mais là, c'était plus l'inscription de start-up. C'était Ouais, vraiment les start-up qui s'inscrivaient, qui mettaient même des vidéos qui pitchaient ouais. en vidéo et qui cherchaient des VC. Alors là, je Mais il y a cherchais des juste. tentatives comme ça de mettre en relation et c'est assez difficile. Ça a l'air difficile. Ouais. Alors, je vais te dire, là-dessus, pareil, c'est vraiment un peu notre thèse là-dessus. Je voulais te montrer un Airtable que j'appelle écosystème, où j'ai genre 150 boîtes qui font à peu près la même chose dedans. En fait, matcher l'offre et la demande, c'est une évidence. Et il y a plein de gens qui ont essayé ou essayent de faire ça. Ça marche bien quand tu parles de start-up et d'investisseurs, ça marche bien à petite échelle, quand tu le fais en tant que service. Un peu comme en France, par exemple, il me semble que tu as parlé d'Angel Square qui fait ça bien. Tu as, comment ils s'appellent, ils sont connus aussi, Eldorado qui fait ça très bien. Voilà. Tu as des gens qui savent bien faire ça. Un accélérateur fait ça aussi d'une certaine manière. Hein. Il match l'offre et la demande. Bien sûr, moi je voulais dire vraiment un site internet. Mais voilà, le productiser, pour faire ça, c'est compliqué, sauf si tu acceptes de sortir le modèle économique de l'équation. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a dit, c'est à partir du moment où tu veux mettre un paywall, tu vas récupérer les pires des deux côtés. En gros, tu vas avoir des mauvais founders qui ont trop d'argent. Enfin, tu vois, les execs qui en ont marre, qui font leur crise de la quarantaine et qui décident d'aller monter une boîte sans comprendre ni quoi ni comment, qui sont prêts à payer pour, parce qu'ils ont l'habitude de payer des boîtes de conseil pour faire des choses pour eux. Et de l'autre côté, tu vas avoir des corporate VC ou des mecs, enfin, je ne sais même pas qui paye côté VC. Donc, si tu veux vraiment avoir du deal de qualité et pouvoir choper de temps en temps la boîte des deux gars qui ont fait leur exit à 900 millions, tu fais un truc à la LinkedIn où c'est vraiment ouvert, n'importe qui peut créer son profil, où tu peux avoir beaucoup de valeur gratuitement. Et ça, c'est un truc qui ne va pas changer chez nous, c'est cœur de ce qu'on fait. Et là, tu as une chance. Et là, tu as une chance de peut-être arriver à faire un produit qui scale. On n'y est pas encore, hein, donc on verra si on se trompe ou pas. Mais notre test, c'est qu'en retirant l'argent de l'équation, tu peux vraiment réussir à amener le supply side et le demand side sur la plateforme et faire un truc qui se passe bien. Peut-être. Alors, c'est pas que ça. Parce que Ah, honnêtement, les autres boîtes que j'ai vues, ouais. c'était le cas. Il n'y avait Ok. pas d'entrée, c'était pas payant, etc. Je pense que la communication, peut-être qu'ils n'étaient pas assez, peut-être qu'ils avaient moins de compétences. En tout cas, ce que tu fais avec Twitter et LinkedIn pour créer du trafic, à mon avis, c'est là où il y a une clé. Il y a aussi le fait que votre site il est super bien fait. On voit que c'était vraiment abouti, ça va jusqu'au bout, etc. Donc, il y a peut-être aussi de ça. Bah, écoute, merci. Mais de toute façon, c'est très dur de définir tous les facteurs de chance qui font qu'il y a un succès ou par rapport à des échecs. Mais ça a l'air bien parti. Et donc, sur le business model, est-ce qu'on peut en parler déjà? Est-ce que vous Ouais. avez, quelles sont les pistes? Alors, on a testé plein de petits trucs sur 2022. Et puis maintenant, on a décidé de mettre ça de côté. Alors, je peux te dire les pistes. On fait un petit peu d'affiliation avec des boîtes de software, enfin des boîtes qui font des pitch decks, des choses comme ça. On fait un petit peu d'affiliation avec des boîtes de RBF. Donc, tu sais, c'est des boîtes qui font de la dette pour des startups. Donc, on prend un petit pourcent quand le deal se fait. Donc, c'est ceux qui sont marqués ici, comme ça, ou bien ici, on a quelques partenaires. Donc, pareil, ça, c'est une section qu'on va refaire. Mais concrètement, aujourd'hui, ça nous rapporte peanuts. Et
les directions qui nous semblent un peu plus prometteuses, c'est soit de partir en mode SaaS et d'avoir des features premium. Par exemple, il y a des fonds, moi, je parlais avec un fonds en France, il me dit voilà, vous faites 10% de notre deal flow en volume. Pas en qualité, hein, mais en volume. Donc, une intégration CRM, ça nous intéresse. Bon, bah, ça, c'est peut-être un truc qu'on peut facturer. Tu vois. Pareil, côté founder, c'est plus délicat parce que même par principe, je suis un peu plus hostile à ça. Mais voilà, peut-être des vraies features premium. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à construire en gratuit avant de. Un peu comme LinkedIn, tu vois. Beaucoup de choses sont gratuites. Moi, j'utilise en gratuit. Ouais. Tout ce que je fais sur LinkedIn, je fais en gratuit. Ça ne les empêche pas d'arriver à faire des sous. Alors, mode SaaS, c'est intéressant. Ouais. Ce qui est aussi intéressant, c'est que aussi bien les fondateurs que les investisseurs sont intéressés de donner des commissions, soit parce qu'on leur apporte du deal flow, intéressant, qualifié, etc., soit le founder, parce que bien sûr, s'il a des fonds, ben, forcément, il rémunère ceux qui l'apportent, celui qui fait le match entre l'investisseur et le founder et l'entreprise. Donc, comme vous, c'est un système automatisé. Il n'y a pas de relation personnalisée où c'est un leveur de fonds qui prend 5 à 10% de com. Ouais. Par contre, si tu prends 1% ou 1,5% des deux côtés, tu vois un truc vraiment très bas des deux côtés, peut-être que ça peut être très intéressant. Ce qu'on imaginait, c'était peut-être de faire des partenariats avec des leveurs de fonds. Et parce qu'il y a des gens, en fait, les gens qui veulent des leveurs de fonds. Je comprends ce que tu dis. Hein. Je pense que malgré tout, on perdrait du jour au lendemain 80% du deal flow. Si tu dis que la condition pour utiliser le produit, c'est de lâcher 1,5% des deux côtés, je ne sais pas. En fait, pour moi, ça, c'est vraiment une conviction profonde. Et c'est des convictions que j'ai un peu, si tu veux, qui sont construites à mesure que j'ai travaillé sur le sujet et bossé avec les gens. C'est que l'intro, ce n'est pas un bon produit. Ce n'est pas un produit que tu vas vendre. Nous, ce qu'on construit, on construit un actif, tu vois, avec les deux côtés, avec un pipe entre les deux, qu'on optimise, qu'on est capable maintenant d'aller requêter, d'aller filtrer. On commence à faire des choses sympas. On construit un actif, on fait grossir. Et ensuite, on trouvera des moyens d'ajouter des couches de valeur par-dessus. Mais par contre, si on commence à mettre un paywall entre les deux, que ce soit un pourcentage, un truc, mais vraiment quelque chose de fort, tu vas rétrécir ton actif et tu vas te retrouver à un peu servicialiser. Parce que Non, et en plus, la difficulté dans ton cas, c'est que comme les noms sont publics et tout est affiché, on te consécute très facilement. Oui, et de toute Plus. façon, si tu veux, là, par exemple, dernièrement, on a vu passer une série B mexicaine. Comment tu veux que moi, j'enforce mon 0,5% sur une série B mexicaine? Ah oui, non, oui. Tu vois, on a aussi cette vraie. Non, série B, c'est sûr. Moi, je pensais beaucoup au Pre-Seed Seed. Non, mais même Pre-Seed ou Seed, c'est compliqué d'aller chercher des gars dans des juridictions. Parce qu'à un moment, il y a une question de comment tu enforces, comment tu fais exécuter ta rémunération. Quoi. Donc, moi, je pense que c'est un peu contre au sens de l'histoire. Ça a coupé. Moi, je t'entends. Tu es en freeze, Harold. Ouais, c'est Harold qui est frisé. C'est Harold qui est frisé, ouais. Et je ne sais pas si tu connais, tu as une startup anglaise, britannique qui est en train de monter en force. C'est Vauban. Ouais. C'est une SaaS qui propose aux business angels, mais aussi aux VC émergents de leur constituer un SVP, donc un véhicule d'investissement ad hoc pour des projets d'investissement dans des startups. Bon, c'est pas donné, hein, je crois que c'est 10 000 pounds le service, il faut que je revérifie. Hein, mais ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu, si tu veux, eux, parce que ça, AngelList le fait, le fait de créer des SVP, mais eux, ils ont juste extrait ce service-là, ils font que ça. Et ça marche plutôt pas mal. Hein. Ouais, alors là, ils viennent de se faire acheter par Carta. Donc ça... Vauban vient d'être acheté? Ouais. Ah bon, je ne savais pas. D'accord. Ouais, c'est public maintenant, ouais, c'est bon. Okay. Je crois. Ah oui, on a vraiment perdu Harold Jeffrey. On parle avec Vauban, on les connaît, on parle avec eux. On verra si peut-être qu'à un moment, on intègre leur service sur notre plateforme, tu vois. Peut-être en marque blanche, peut-être en partenariat, on verra. Je pense qu'on est sur deux métiers différents. Harold est revenu. On parle de Vauban, Harold. Je disais que eux, leur métier, c'est l'exécution de la transaction, c'est l'exécution du deal. Nous, notre métier, c'est le sourcing, c'est le discovery. Donc, nous, on se positionne en amont d'eux. Je pense qu'avec eux et d'autres, hein, tu vois, parce qu'eux, finalement, sont présents sur certaines géographies, mais pas sur toutes. Nous, on est présents partout. Donc, on aurait peut-être, tu vois, un intérêt à faire des partenariats avec ces gens-là et à intégrer leurs solutions de façon fluide avec la nôtre. C'est des choses auxquelles on réfléchit, mais ce n'est pas à court terme, parce qu'on a beaucoup de travail avant ça. Et en termes de, puisque toi tu m'as dit vraiment ton métier, ton cœur le cœur du steak, en fait, votre cœur de métier à vous, c'est
c'est le sourcing. Moi, je sais que par exemple, dans la deep tech, c'est très compliqué le sourcing parce que évidemment, tu as des incubateurs publics dans lesquels tu as les startups spin-off universitaires, mais qui rament énormément pour lever des fonds parce qu'en fait, les VC Deep Tech, rarement, ils tapent dans ces startups-là. Alors, c'est très compliqué parce que les VC Deep Tech, ils ont leur propre on va dire, méthode de scan de ce qui se fait. Donc, ils travaillent souvent avec des cabinets de conseil en propriété intellectuelle. Donc, ils scannent l'émergence des brevets. Et Ok. ils ont une approche un peu startup studio, mais pas toute, hein. Mais en tout cas, ils aiment bien suivre le brevet très tôt et voir comment est-ce qu'ils se structurent en startup, mais sans forcément intervenir. Donc, il y en a beaucoup qui meurent en chemin, évidemment. Un certain nombre passent dans les incubateurs publics universitaires. Et il y en a quelques élus, ils arrivent à être financés par les startups, deep tech, biotech, etc. C'est-à-dire des gens ultra spécialisés, hein. Et donc, le sourcing pour ces gens-là, c'est toujours très compliqué. Pour trouver vraiment comme tu disais, tu avais Petri, vous n'avez pas réussi, on va dire, à lever de fonds parce que justement, vous n'étiez pas affilié à une université. Et quand bien même quand tu es affilié à une université, même là, c'est une galère. Ouais. Parce Alors que, bon, parce que le niveau de risque, il est très élevé, hein. C'est souvent des technologies, personne ne comprend ce que c'est. Ça va tellement vite que si tu investis trop tôt, eh ben, le temps que ça se développe, il y a peut-être une autre qui arrive à côté qui va te doubler. Donc, en plus, c'est des approches capitalistiques qui sont très compliquées. C'est-à-dire il faut vraiment maîtriser le Excel et l'analyse financière pour ce coup-là. Moi, je sais que par exemple, les VC Deep Tech américains, comme ils ont les reins solides, ils ont beaucoup d'argent, ils sont capables d'investir énormément avec une approche presque de hedge funds sur la Deep Tech. Donc, voilà, le sourcing de ces startups-là est quelque chose, je pense, intéressant. non, non, mais moi, je considère qu'il y a différents niveaux comment dire, de difficulté dans le game du VC. Tu vois, le plus simple, c'est, alors on va m'agonir d'injures, mais le plus simple, c'est peut-être le B2B SaaS, tu vois, où en fait le playbook il est connu, les métriques elles sont connues. Moi, je Euh, les appelle les good idea low-tech business. voilà, ça, Voilà. tu peux prototyper ça avec du no-code. Donc voilà, donc, tu vois, c'est bien balisé, il y a plein de funding, tout ça. Et après, donc, tu n'as que du software. Ensuite, tu vas vers, quand il y a du hardware, ça devient déjà plus compliqué, parce que tu vas avoir des normes, tu vas avoir des stocks, tu vas avoir peut-être une usine, ou en tout cas une chaîne de fabrication, une supply chain. Ensuite, tu ajoutes encore un degré de difficulté quand tu vas dans la deep tech, parce que tu vas avoir du hardware, mais en plus avec toute la dimension IP à gérer. Euh, et enfin, tu as le grand méchant, si tu veux, quand tu vas là, c'est quand tu es vraiment dans la biotech ou life science tools, medtech, où là, en plus, tu vas avoir des enjeux où tu gères du vivant. Donc, tu as un niveau de complexité en plus. Tu vas avoir à traiter avec des clinical trials, phase 1, phase 2, etc. La FDA approvals, ou en Europe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait, tu vois, as une gradation des niveaux de difficulté. Et en plus, les ROI sont pas forcément, ne suivent pas forcément. Donc, tu as moins d'incentives financières à peut-être investir là-dessus que sur du B2B SaaS ou sur une appli de photo de chat. Euh, et donc voilà, donc tu as cette gradation comme ça. Et ouais, c'est un truc que moi j'ai découvert sur le tas. Alors justement, Sur le tard. sur le sourcing, je dirais de la deep tech, biotech, etc. Moi, c'est un peu mon métier. Donc, j'ai commencé par là, hein, le conseil. J'ai fait du conseil en due diligence pour de la biotech. Donc, je sais un peu comment aller fouiner dans les poubelles pour savoir si le scientifique est solide ou pas. Donc, c'était un peu mon métier. Mais pour des good ideas, tu vois, des trucs qui sont très véloces en termes de développement, en termes de trucs. euh, Là, le sourcing, est-ce que toi, avec tous les pitch decks que tu as vu passer, est-ce que tu as un peu aujourd'hui une espèce de, je sais pas, un truc que tu arrives à repérer dans un pitch deck qui te dit, ah, là, ça sent bon. Dans un Alors, pitch deck précis, hein, par exemple. ouais, ouais. Alors bon, précis seed, on va dire. Ouais. Il y a d'abord ce que j'appelle les big three. En gros, il y a trois signaux. Donc, bon, là, les investisseurs, tout de suite, ça ouvre. C'est un exited founder. Donc, tu vois, si tu as un des founders qui a fait une exit précédemment sur sa présente boîte, bon, bah, voilà, ça pose son bonhomme. Tu as deux, un taux de croissance significatif. Donc, tu vois, si tu as 20, En termes 30. de traction, pas en termes de revenus, hein, on est En d'accord. termes de traction, ouais. Mais alors après, bon, ça dépend ce que tu mets derrière. Mais tu as 40% de croissance mensuelle sur les 12 derniers mois. Bon, en SaaS, en tout cas, c'est intéressant. Et le troisième point, c'était. Alors, attends, il y avait ça, Exit Founder. Il y avait un troisième point qui était intéressant, que voilà, qui fait réagir les VC, c'était.
Je ne sais plus quoi. Bon, mais en gros, Une équipe complémentaire, mais j'ai envie de dire c'est bateau, non? non, ça c'est bateau. Non, Ça, ouais. Pardon, vas-y. Hein. Non, non, je confirmais que c'était bateau. Voilà. En fait, il y a des trucs qui sont des acquis, si tu veux. Si tu n'as pas une équipe complémentaire, en fait, tu joues même pas Ouais. dans la partie. Tu peux envoyer ton pitch deck, mais tu n'es pas dans la partie. Tu vois. Donc, tu as le minimum, et ensuite, tu as les spikes qui te font vraiment apparaître sur le radar. Tu vois. Donc, si tu as ce que je te décris, mais j'arrive vraiment plus à me rappeler quel était ce troisième élément. Redis-moi les deux. Ah oui, Donc, c'est la croissance. Alors, le premier, c'est Exited Founder. Ouais. Le deuxième, c'est La croissance. Et le troisième, ça m'est revenu, c'est Lead Secured. Si tu as déjà un lead investor. Tu vois, bon, ça va, 30% du tour est déjà pris par Serena. Bon, je sais que je vais finir mon tour. Ça, c'est ce qu'on voit qui fait bouger les VC. Alors, ça doit t'interroger sur le suivisme de l'industrie. Ça, c'est clair. Et te demander à quel point ils arrivent pour le dire vulgairement, à poser leur couille sur la table versus juste suivre comme tout le monde. Bon, il y a des stratégies derrière parfois. Hein, mais... Totalement. Le FOMO. Hein. Voilà. Mais c'est très intéressant. Ça, c'est ce qu'on voit. Et après, sinon, et nous, forcément, on travaille beaucoup sur cette question parce que une fois que tu as résolu le sourcing, ce qui vient de suivre derrière, c'est le screening. Donc, une fois qu'on va dire, nous, on a bien résolu la question de comment je source le deal flow de partout, j'arrive à le router. La question, c'est comment on le screen. On est capable d'identifier et de classer, tu vois, A, B, C, D, triple A ou bien Z. Quoi. Et en fait, à une époque, je pensais que c'était une affaire de données et que si tu étais capable de collecter toute la donnée, tu étais capable de résoudre ça. Donc, par exemple, c'est ce que font ceux qui font de la dette pour les startups, les RBF, donc Silver et compagnie, où ils se branchent sur le Google Analytics de la startup, ils se branchent sur le Stripe, ils se branchent sur le QuickBooks, et ils sont capables d'avoir tous les points de données et de décider. Mais quand tu es en pré-seed, déjà, tu n'as pas souvent la donnée. Et en plus, même si tu livres au VC une carte, tu vois, parfaitement remplie, comme pré-due diligence toute faite, en fait, c'est pas digeste pour lui. C'est pas intéressant pour lui. Ce que moi, mon expérience, c'est que ce que l'investisseur il veut, c'est de la conviction. Il veut quelqu'un qui vienne et qui dise cette boîte elle est super parce que peu importe la raison, en fait, c'est parce que c'est toi qui lui dis et qu'il a confiance en toi parce que il te respecte, tu es réputé, peu importe. En fait, il emprunte ta crédibilité pour se faire une opinion. C'est assez décevant, mais du coup, ça veut dire que soit tu deviens toi-même, par exemple, OpenVC devient un leader d'opinion et on est capable d'émettre un rating ou quelque chose comme ça, et peu importe la secret sauce, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à partir du moment où tu as eu, par exemple, tu as réussi à avoir Facebook et Google dans ton portefeuille, on te fera confiance sur la suite. D'ailleurs, un très bon papier là-dessus, désolé, je fais un aparté, il y a un très bon papier de recherche là-dessus qui a démontré que les VC recevaient du bon deal flow parce qu'ils avaient réussi à avoir un coup de chance au début de leur carrière. Ils ont eu un bon truc et du coup, ils sont identifiés et on leur envoie le deal flow. Et donc, c'est une prophétie autoréalisatrice et c'est pas lié à leur capacité à screener. Et ça marche aussi dans l'autre côté de la table, quand tu fais un bon deal, c'est-à-dire un bon exit et que tu fais tu attires l'argent des LP. C'est-à-dire que la machine va s'auto-entretenir et tu vas attirer d'un côté les meilleurs deals, les meilleurs start-upers parce qu'eux, ils ont vu que tu étais le meilleur, tu avais investi dans ton Facebook et de l'autre côté, tu attires l'argent des. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, Bien sûr. c'est le capitalisme libéral, hein, c'est comme ça. C'est le facteur chance qui est hyper important en fait. Mais les gens cherchent un proxy de décision. Dans un contexte d'incertitude, tu cherches un proxy de décision et voilà, et tu vas vers ce qui est rassurant. Ce qui est rassurant, c'est voilà, il y a quelqu'un sur un groupe WhatsApp qui vient de te faire. En fait, c'est le problème du cerveau. Le cerveau cherche du sens partout, même là où il n'y en a pas. Ouais, exactement. Et alors que peut-être que la bonne approche, c'est de dire non, il faut faire du spray and pray, il faut investir des petits tickets dans tout ce qui passe et il y aura dedans une ou deux licornes. Et peut-être que c'est ça l'approche rationnelle, mais qui ne plaît pas parce que le cerveau, comme tu l'as dit, il est fait pour chercher un fil rouge, même quand il n'y en a pas. Est-ce qu'on garde le partage d'écran ou tu as encore des choses à nous montrer? Non, pas du tout. Ok, comme ça on revient un peu Ouais. Ça nous voit mieux. On a pas mal fait le tour, je dirais, du fonctionnement de OpenVC. Harold, tu as encore des questions sur le business model?
Moi, je sais qu'il y avait une ou deux questions qui me restaient. Ah oui, Je crois que Harold est muté, je crois. T'es Ouais, sur... ouais, j'ai manqué le clic, ça n'a pas cliqué. Euh, non, non, j'ai pas d'autres questions sur le business model pour le moment. moi, je voudrais juste déjà te féliciter pour ton canal d'acquisition, ton approche inbound avec l'excellent section blog que je recommande vraiment à tous les entrepreneurs, mais aussi aux investisseurs. C'est pas juste des articles SEO pour te faire du trafic, c'est vraiment du quali. On apprend des choses. Il y a vraiment des guest stars qui viennent écrire des trucs de dingue. Moi, j'en ai copié-collé pas mal dans un petit dossier OpenVC parce qu'il y a vraiment des trucs géniaux. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir la section pardon, la section blog d'OpenVC. Il y a vraiment des bijoux en termes d'articles. Alors c'est en anglais, hein, donc Ouais, maintenant on est à l'ère de l'Internet, hein, vous avez Google ouais. Translator, donc ça va. Donc vraiment des très très bons articles qui vraiment éduquent au sens noble du terme les entrepreneurs sur toute la chaîne de valeur pour leur levée de fonds, c'est-à-dire depuis comment faire un très bon pitch deck, comment rentrer en contact, quelles sont vos erreurs, enfin, et même du côté investisseur, comment structurer vos fonds. J'ai vu des articles mais vraiment géniaux, quoi. Mm. Donc voilà, ça c'était pour le côté inbound. Très très bons articles. Et alors justement, est-ce que ces articles ont le succès qu'ils méritent, je dirais en termes de quali, parce que j'ai rarement vu des articles aussi bien écrits ailleurs. Mais merci beaucoup, ça va faire plaisir. Je vais transmettre aux auteurs. Franchement, il marche bien. Mhm. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris une approche. Alors maintenant, on commence à faire un peu de SEO, mais avant, on n'était pas forcément en plus un truc que j'aime bien faire. Mais c'est vrai qu'avant, on n'était pas axé SEO, on essayait juste de faire des tutoriels quali qui en fait servent aussi un peu de manuel pour nos utilisateurs, puisque comme on disait, ouais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc on essaie de faire d'une pierre deux coups. Et là, on a de la chance, c'est que on arrive à bien les distribuer. Et c'est Mhm. là où on se rend compte de l'importance de la distribution dans le marketing, si on veut parler marketing. C'est que tu peux faire un super article, mais il peut rester lettre morte si tu ne le distribues pas comme il faut sur LinkedIn, sur Twitter, sur Product Hunt, sur Reddit, sur Hacker News. Et on a commencé à mettre des process en place pour répliquer ce qui marchait. Et là, sur septembre-décembre, on a un beau stock de contenu qu'on va sortir. Je pense des trucs assez stylés. Je suis très impatient vraiment de vous montrer un petit peu ce qu'on a dans les stocks parce que je pense que ça va plaire. Là, on a sorti un truc hier qui est un article rigolo, qui est un article léger. On a pris des screenshots de tous les pires outreach. Sean Gold, c'est ça? C'est Ouais, celui-là? c'est Sean. Excellent, ouais, je l'ai lu, il est très très Ouais, bon. il est très très bon. Ouais, Sean est très très bon de toute façon. Et Ah, voilà. d'ailleurs, pardon, je te coupe, je rebondis parce que sinon je vais oublier. Avec Sean, vous organisez une fois par mois, une fois par mois, Ouais, c'est ça? une fois par mois, ouais. Le pitch deck roast, c'est-à-dire vous invitez des entrepreneurs à vous soumettre leur pitch deck et Ouais. vous, avec un autre investisseur, un business angel de la Silicon Valley, vous le passez slide par slide et vous les critiquez, mais critiquez au sens noble du terme, c'est-à-dire vous critiquez, argumentez, là il faudrait faire ci, là il faudrait faire ça, là c'est pas bon. Ouais. C'est ça. Alors, c'est ça. D'ailleurs, on va faire évoluer le format. On va continuer ça. Je vais les faire moins en mode speed roast parce qu'on a trop de demandes en fait. Donc, on va essayer de les dépoter. Et à côté, on va garder un format mensuel qui sera beaucoup plus quali où on aura les entrepreneurs avec nous en direct. En Et direct, là, ça grave. sera un roast, mais on va les rôtir. Mais on va leur mettre au moins 2 investisseurs en face. Mhm. Et ça va être par vertical aussi. Donc, tu vois, on va avoir MedTech, par exemple. On aura 2 vrais Angel MedTech ou 2 vrais VC MedTech face à un Et entrepreneur. on le rappelle, c'est un exercice pour Ouais, améliorer son pitch, hein. Il n'y a pas de investissement promesse derrière. d'investissement au bout, Non, hein. On n'est pas dans un, on non, n'est pas non. dans un, voilà. C'est pas le but. Ça peut se produire, mais c'est vraiment pas le but. Le Mhm. but, c'est d'exercice. En fait, le but, c'est que, en gros, si tu soumets ton deck à un VC, il va sûrement dire non, parce que Tu ne statistiquement, sauras jamais pourquoi. tu sauras jamais pourquoi. Il va te dire oui, c'est trop tôt, c'est not in our scope ou whatever. Parce qu'en fait, il n'a pas envie que tu commences à lui répondre, comme le fou dont tu parlais tout à l'heure, à te dire point par point. Oui, non, mais tu n'as pas compris parce que ABC, en fait. Ouais. Voilà, c'est pas mon fit, c'est pas mon fit. Donc tu le sauras pas. Et moi, ce qu'on me trouvait marrant avec des investisseurs tu vois, qui sont dans notre cercle, c'est qu'ils disent franchement ce qu'ils pensent. Ils ouvrent ton pitch deck, ils l'ont pas vu avant, ils ouvrent le pitch deck, ils disent voilà, déjà je vois ça, je referme.
Alors justement, avec le nouveau format où il va y avoir justement les entrepreneurs qui seront présents, il n'y aura pas un biais avec les investisseurs où il ne va pas oser trop y aller, être un peu gentil parce qu'il ne veut pas vexer les gens ou… Alors, Tu en n'as pas fait, peur de ça? c'est moi qui vais reprendre le format Speed Roast où Tu vas mettre des fessées. Bah, voilà. tu l'as ton business model. Ouais, voilà. Ouais, Un show TV retransmis sur Netflix ouais. avec toutes ces émissions-là, tu vois, tu fais Les Shark une Tank, grosse émission. Ouais. ouais. Mais tu rigoles, on en parlait avec Carole, parce que moi je suis un fan de l'émission Qui veut être mon associé et des Ouais. versions américaines ou anglaises. Je dis, mais ça, il faut faire ça sur Internet, quoi. Bah, Bah, il faudrait. Il y a Stonks. Alors, Stonks fait ça pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des Américains, STONKS, qui font un super travail où en fait ils sourcent de très très bonnes startups et ils font une fois par mois un démo day qui est en ligne, 100% en ligne. Et je vous conseille l'expérience. Elle est très quali. Ils ont des très bonnes startups et ils pitchent très bien et toute l'interface, le produit software est top. Et en temps réel, tu peux investir, tu peux commit. Tu vois, tu peux dire je mets wow. 1000 $, 10 000 $, 15 000 $. Ah, c'est génial. C'est génial. Ça, c'est génial, c'est Ouais. génial. Écoute, moi, Et, bah, regarde. moi, j'ai même alpagué les producteurs de l'émission qui veut être mon associé sur Twitter, en LinkedIn, messagerie privée et tout. Je dis, mais les gars, il faut vraiment que vous permettiez à la population qui regarde vos émissions d'investir en direct avec, avec Anthony Bourbon, avec Marcus Ah Simoncini. ouais, totalement. Ça serait génial. Bon, alors eux, c'est des gens des médias, donc quand ils ont entendu ça, c'est oula, Bien c'est sûr, fou, quoi. Internet. Mais Mais ouais. Ouais. Non, mais c'est un concept qui est sympa. Nous, on fait ça pour s'amuser, on fait ça pour éduquer. Je pense qu'une première partie de ce qu'on fait, c'est de faciliter voilà, l'accès de façon générale, des deux côtés. Et puis par-dessus, il faut mettre une couche d'éducation, que ce soit dans le produit, dans le blog, dans d'autres formats. On réfléchit à peut-être créer un genre de communauté Slack ou quelque chose de similaire pour aller dans cette direction aussi. Tout en gardant à l'esprit, encore une fois, que en général, ceux qui en ont besoin, ce n'est pas ceux qui vont être les utilisateurs idéaux pour nous, parce que, en fait, si tu es déjà très bon, voilà, on n'a pas besoin. Mais je pense que ça fait partie du pay forward qu'on doit avoir dans le genre de démarche qu'on a. Pardon, le pay forward, c'est en gros, il faut donner avant de prendre. c'est ça. Ça fait partie aussi de la philosophie inbound marketing, hein. On donne beaucoup, on éduque beaucoup, on donne beaucoup de valeur pour ensuite un jour peut-être monétiser la chose et ça tombera. C'est pay forward, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Et là, nous, aujourd'hui, très concrètement, on va lancer, voilà, on a beaucoup bossé cet été, on va lancer un gros paquet de features là dans 3 semaines de fonctionnalités. On croise les doigts, on va faire On va beaucoup vous de suivre, marketing hein, on va vous derrière. regarder de près, on va revenir sur le site. Si ça, je pense qu'il y a des trucs qui sont assez nouveaux, qui n'ont jamais été faits avant. On va voir si ça prend. Si ça prend, je pense qu'on sera dans une très bonne position après pour accélérer, passer à temps plein éventuellement, lever des fonds, voilà, faire grandir le bébé. Et si ça passe pas, il faudra se poser des questions. Mais pour nous, là, la période septembre-décembre, elle va être très intéressante. Et vous êtes combien à bosser dessus aujourd'hui? Donc, Lucas, c'est un demi, parce qu'il n'est pas à temps Ok. plein. Moi, je suis un demi. Ok, c'est tout. On a maintenant Sean qui nous aide sur des aspects de blogging, etc. Donc, un demi. Mais voilà, on va dire, ouais, une petite équipe. Mais on essaie vraiment de se leverager à fond. On utilise beaucoup de software, d'automations. 90% du produit, c'est du Airtable. Hein. Lucas fait vraiment le front au minimum. On n'a même pas de compte. Enfin, vous avez vu qu'il n'y a pas de login pour les start-upers de compte. Parce qu'en fait, on ne voulait pas coder ça. Donc, on est vraiment… on Non, travaille mais en plus, ça fait une barrière, donc c'est voilà, inutile. exactement. On travaille au plus près de l'os et c'est génial. Après, ça fatigue. Honnêtement, c'est aussi usant comme façon de travailler. Donc, c'est pour ça qu'on espère que voilà, la fin de l'année sera bonne pour nous. Avant, peut-être qu'on passe à la conclusion, parce qu'on a quand même bien parlé ensemble. Est-ce que je peux te poser une question embêtante sur la concurrence? Parce que, évidemment, je pense que les néo-entrepreneurs, ils ne savent pas de quoi je vais parler, mais les gens qui sont vraiment dans le monde des startups, ils savent exactement. Donc, c'est la première chose qui va venir à leur esprit, mais pourquoi on t'a pas posé la question? AngelList aujourd'hui est le patron de ce secteur, de cette niche de mise en relation à investisseurs entrepreneurs, avec en plus des services qu'ils ont rajoutés par-dessus, comme le fait de pouvoir faire des SVP online sur leur plateforme.
Alors, toi qui es vraiment très positionné aux États-Unis, donc puisque tu as cherché les VC principalement aux États-Unis, les entrepreneurs principalement aux États-Unis, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce que toi tu offres en termes de plateforme et le fait d'être capté par je dirais, le boss, quoi, tu vois, c'est l'angel list. D'ailleurs, je rebondis sur la startup qui avait fait une série B, c'est ça, hein? Donc, Ouais, la startup mexicaine, ouais. ouais, est-ce que tu leur as pas posé la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu chez moi et pas chez Angel List? Alors, c'est pas les mêmes services. Bah, je pense que c'est une bonne question, mais c'est pas les mêmes services. AngelList, pour moi, est quand même aujourd'hui beaucoup plus axé sur l'exécution de la transaction avec les SPV ou d'autres services que sur le discovery. Hmm. Ça reste, c'est pas un produit. Le produit n'est pas designé, pensé pour faciliter l'exploration et la découverte d'investisseurs. Donc, il y a une différence de produit au départ. Après, si vous voulez reconstruire OpenVC, ils pourraient le faire en 3 semaines. Et avec leurs données, évidemment, ça irait beaucoup plus loin. Maintenant, nous, on prend une direction qui est différente de la leur. On va aller encore plus loin dans cette direction de faciliter le discovery, le sourcing, le screening, euh, en essayant d'être intelligent, en comprenant ce que les deux côtés veulent et en ne forçant pas un VC à recevoir du deal flow qui l'intéresse pas. Et bon, voilà. Donc il y a un peu d'intelligence à avoir. Et à ce moment-là, donc je dirais aujourd'hui on est trop petit pour les déranger, on est clairement. Et si demain on est assez gros, et ben on sera aussi probablement assez différencié par rapport à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font. Voilà, on sera positionné un peu sur le côté ou en amont. Pour moi, ils sont plus proches de. Tu parlais de Vauban. En fait, moi, je les vois plus comme un Vauban, c'est-à-dire que ils font voilà des SPV et puis on pourrait. Toi, tu es un founder, tu utilises OpenVC, mais après, tu pourrais aller sur AngelList pour faire ton SPV ou sur Vauban Hmm. ou sur Rodin. Enfin, il y a plein de solutions aujourd'hui. Moi, à mon avis, ils ont beaucoup plus de chats à fouetter avec Carta. Si eux, je me mets dans leurs chaussures, OpenVC, ils n'en ont rien à faire. Alors, rien du tout, on est peanuts, on n'apparaît même pas sur le radar. Eux, ils regardent. Surtout que c'est pas pour te porter un truc méchant, hein, mais surtout visuellement, comme c'est un truc qui est fait avec Airtable et même visuellement au niveau du design, on a l'impression que c'est un énième liste auto-fait par de la bonne volonté, alors qu'il y a beaucoup C'est plus le de fun. fond chez toi. C'est-à-dire que visuellement, le mec qui vient chez toi, il va pas se dire attention, là, il y a un danger pour nous, quoi. Tu vois, c'est. Ah, mais c'est assumé. C'est assumé, on sait exact, enfin, on essaie, voilà, on essaie de mettre le poids du corps là où il faut, avec beaucoup de parcimonie. On est très discipliné par rapport à ça. Et puis voilà, on verra où ça nous emmène. Très bien. Harold, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le business model ou avant qu'on passe à la conclusion? Non, moi, j'ai hâte d'inscrire Ava Capital dessus, de même tester pour Dayou. Bah bon. Alors, si tu Enfin, veux, je te propose un truc. Si tu as un peu ouais. de temps, si tu as 30 minutes la semaine prochaine, je t'onboard sur la nouvelle version. Là, Ok, les trucs qui vont sortir, qui vont sortir là dans un mois. bah, on fait ça. Ok, ça marche. Et d'autres amis investisseurs aussi que j'ai, j'en parlerai. Je te donnerai des invites pour eux aussi. Top, Ça top, top. marche. Bon, bah, messieurs, si vous êtes d'accord, on passe à la conclue. Alors, moi, j'ai deux questions en fait sur la conclue. Après, Harold, si tu veux rajouter quelque chose. Sur la conclusion, c'est toi qui aujourd'hui, tu as bootstrappé OpenVC, tu as quand même une sacrée expérience dans l'innovation, etc. Tu sais que quand on s'intéresse à la création d'entreprises innovantes, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pré-seed, seed, parce que c'est vraiment fascinant, hein, c'est ce momentum-là. Aujourd'hui, en gros, hein, on est passé d'un monde d'avant où il fallait, tu avais une idée, tu faisais une étude de marché à l'ancienne, à la papa, avec des études, tu allais chercher des études de marché C'est bien sectorielles, fini, puis tu faisais ouais. des sondages, monsieur, madame, est-ce que vous mangez des yaourts et à quelle fréquence, et avec des fraises ou des bananes, tu vois, enfin. Et à partir de là, tu te faisais ton idée de ton opportunité. Tu écrivais un business plan de 40 pages avec des stratégies, plan sur la comète, etc. Tu allais chercher éventuellement des investisseurs, mais en général, tu étais issu, on va dire, d'un monde capitalistique, donc tu auto-capitalisais ton truc. Tu as embauché des gens et des ingénieurs faisaient le produit, ensuite tu faisais de la pub à la télé, etc. Ce monde-là est terminé. On est d'accord, c'est tant mieux. Aujourd'hui, on est dans un monde d'entrepreneuriat ultra véloce et en gros, hein, ce qu'on enseigne dans le Lean Startup, c'est, pour faire très simple, hein,
le Customer Discovery, ce que tu as fait, hein, tu avais une intuition de problématique, un problème que vous avez résolu pour vous-même. Ensuite, vous êtes allé voir, discuter avec les parties prenantes, les VC, les entrepreneurs, pour voir s'il y avait vraiment un pain qui pouvait vous dépasser, vous, votre clan, je dirais, au sein de votre Juste start. sur ce Vas-y, point-là, juste parce que j'ai dû faire peut-être 300 ou 400 calls avec des VC sur les 12 voilà. derniers mois. Donc, peut-être même plus. Donc, ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le Customer Discovery, hein, en gros. Hein. Ouais, C'est clairement, dans clairement. l'approche lean, on va voir les parties prenantes pour voir vraiment si eux aussi, ils ont des pains qui ressemblent à ce que nous, on a identifié, parce qu'il ne faut pas se leurrer avec nos idées, chez les entrepreneurs, on appelle ça le syndrome de Gollum, hein, mon précieux. C'est-à-dire que tu as ton idée, tu es aveuglé par mon précieux, et en fait, tu es aveuglé. Tu ne penses pas qu'en fait, le truc, ça fait un flop. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre au côté son idée géniale et ensuite d'aller le confronter, non pas l'idée de la solution, mais le problème. Donc ça, vous l'avez fait. Et ensuite, donc, eh bien, on essaie de faire un MVP, ce que tu as fait, c'est-à-dire une solution très simpliste, mais qui répond de manière très sharp au problème. Et ensuite, on développe par-dessus. Et Mais surtout qui est lancé sur le marché, c'est-à-dire qui est vraiment mis sur le marché. allez très vite, allez très vite. Test and learn. C'est ça, test and learn. D'accord. Donc ça, c'est une approche. C'est surtout pour les SaaS tech, ça marche très bien, qui répondent à une problématique. La deuxième approche, c'est justement ce qu'on appelle les DNVB, les Digitally Native Vertical Brands, qui, eux, sont plutôt sur du lifestyle, etc. Ils vont faire aussi du Customer Discovery. Ils vont déceler, je dirais, des opportunités ou des insatisfactions ou des aspirations des gens, notamment l'écologie, le bien-être, etc. Ils vont créer une marque très forte et ensuite seulement, ils vont, une fois qu'ils ont la désirabilité actée, c'est-à-dire avec du crowdfunding aussi avec des séries limitées, etc. Et ensuite seulement, ils vont créer la vraie entreprise avec les vrais produits. Donc ça, c'est, on va dire, pour faire très simple, hein, les deux approches les plus à la mode, mais parce que ça fonctionne. Est-ce que pour toi, il y a autre chose? Est-ce que tu verrais autre chose pour amener de l'idée, pour permettre aux entrepreneurs de mettre un pas devant l'autre? Non, enfin, je pense que tu as vraiment bien résumé. J'apporterai peut-être un complément aux nuances. C'est que il faut écouter l'utilisateur, notamment quand il parle de ses problèmes. Mhm. Il faut peut-être moins l'écouter quand il parle des solutions. Oui, Parce absolument. que, donc, on connaît la phrase, hein, si j'avais de Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. En fait, ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est quand un besoin, un problème ou une aspiration, comme tu l'as bien dit, parce que ce n'est pas forcément des problèmes, des fois c'est des aspirations, rencontre euh, une expertise d'une personne tierce. Donc moi, par exemple, à force de traîner dans ce milieu-là et de beaucoup réfléchir, ben, j'avais supputé qu'il y avait un angle, tu vois. Et en voyant le problème en face, je me suis dit, OK, ben, il y a une intersection des deux, une intersection entre le problème et une ébauche de solution. Voilà. Et parfois, moi, ce que je vois, c'est que ben, parfois, les entrepreneurs tech, surtout quand c'est des nouveaux, suivent un petit peu trop la théorie à la règle, tu vois, et font vraiment énormément, ils disent, attends, mais il faut que je parle encore à plein de clients, etc. Et c'est presque un peu caricatural, et ils perdent un peu de vue que, bon, ok, il faut tester, il faut parler aux clients, il faut faire des tests, mais il faut aussi aller sur le marché. Et là-dessus, le no-code, c'est incroyable. Moi, vraiment, c'est un truc qui change la vie. Moi, je me rappelle, en 2015-2016, la question, c'était souvent comment je trouve un CTO? Comment je trouve un CTO? Comment je trouve un CTO? Absolument. Et en fait, aujourd'hui, comment tu trouves un SEO? C'est simple. Tu fais ton proto sur Adalo, sur Airtable, sur Softer, sur ce que tu veux, sur Bubble, tout seul. Voilà. Tu trouves des utilisateurs, tu montres un peu de traction, tu peux même aller jusqu'à un angel round tout seul avec ce genre de machin. Et surtout, ces 2 dernières années, c'est un espace que je suis de très près. Ces 2 dernières années, ça a été exceptionnel. Euh, et donc, ton CTO, en fait, ça se trouve, ça sera un employé ou ça se trouve, ce sera un associé, mais il sera attiré parce que voilà. Donc, désolé, je suis sorti de ta question Non, initiale. c'est exactement ce que je veux entendre, c'est ça. Ouais. Mais voilà, je pense que dans la question cette question qui revient souvent, ben, le no-code, c'est un aspect de la. En fait, le no-code t'apporte une alternative certainement meilleure aux études de marché. C'est Mhm. marrant, hein. On ne se dira pas forcément que c'est ça le concurrent aux études de marché. Et les études, je les connais, les études Xerfi,
tu fais tes panels représentatifs, 384 répondants avec un écart type de Il y a 5%. quelques années, on ne Ouais. parlait pas de no-code, mais on parlait de landing page au début Oui, d'Internet. oui. Il fallait lancer la landing page le plus vite possible pour voir. Mais Et ça, c'est aujourd'hui, c'est plus le assez. no-code. C'est très intéressant. Mais ça, c'est plus assez. Ça, moi, j'ai encore Oui, des gens qui me parlent. Mais c'est pour ça que ça va très très vite dans ce monde-là. J'ai encore bah des oui. gens qui me disent oui, mais on a 10 000 personnes sur notre mailing list. Mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. La mailing list, c'est plus assez. La barre est montée. Maintenant, je veux des stades d'utilisation. Je veux Ouais. des utilisateurs, au moins sur le concept. Tu vois. Un prototype avec Figma, c'est déjà mieux. Mais encore mieux si ça tourne avec un back-end dans Airtable. Donc, mais c'est génial parce que si tu es volontaire, autonome et que tu en veux, ben, ça te simplifie énormément la vie. Tu n'as plus besoin d'attendre, de prier, de trouver un dev pour tenter l'aventure. Pour l'anecdote, c'est bon, moi, comme je suis un peu vieux, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. En 2008, je voulais lancer une startup dans le EdTech qui était backée, on va dire, par mon expérience d'entrepreneur dans le réel, dans l'IRL, quoi, in real life, où j'avais une école de formation et qui marchait très bien. Et en fait, je voulais le digitaliser sur Internet, mais c'était trop tôt par rapport, il n'y avait pas encore le no-code à l'époque. Et donc, j'ai cherché pendant longtemps, donc j'ai écrit un business plan, aussi tout ça, hein, un business plan à l'ancienne. Et j'ai cherché des CTO. Et à cette époque-là, on n'avait même pas encore le mindset startup en France. C'est-à-dire que j'ai dû pitcher ça à une dizaine d'ingénieurs web IT de l'époque et je me suis fait jeter par tout le monde. C'est-à-dire, comment tu veux qu'on travaille gratuit? Mais ça n'a pas de sens. Moi, je te le fais, mais je veux 10 000, je veux 10 000, je veux 10 000 euros, quoi. Tu vois? Je dis, ben non, mais je te file 49% de la boîte. Mais moi, j'étais dans l'erreur. Eux, c'était pas de leur faute. Ils connaissaient pas le monde des startups. Il n'y avait pas encore cette vague. Facebook avait émergé aux États-Unis, mais il n'y avait pas encore le mindset startup en France. Ouais, bien Donc, eux, sûr. ils étaient Bah, tu ignorants. vois, Vas-y, vas-y. pour revenir sur Petri, il y a un article sur le blog de Andreessen Horowitz sur des gars qui montent une biotech en étant sur la plage, genre les pieds dans le sable, en face de l'eau, avec leurs ordis, juste leurs ordis et leur laptop, bah, ils créent une biotech parce que Wow. les laboratoires on peut les sous-louer, on peut, tu vois, on peut tout sous-traiter, tout mettre en relation, etc. avec les outils qu'on a aujourd'hui. Ah, le Donc, monde a changé du tout au rien, hein. C'est en une dizaine ouais. d'années, c'est irreconnaissable, hein. En termes d'opportunités, aujourd'hui, c'est dingue. Donc voilà, c'était pour faire un petit topo sur l'entrepreneuriat et comment on fait aujourd'hui, parce que c'est très important. Il y aura certainement des gens qui nous écoutent qui sont en dernière année d'école d'ingé ou pas forcément, mais qui ont envie de monter leur startup. Vas-y, vas-y. Et d'ailleurs, juste une remarque, c'est adjacent, mais pour moi c'est important. Je pense qu'il y a un aspect du no-code qui n'a pas du tout été exploré. C'est la dimension entre guillemets sociale où en fait il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui, tu vois, sont dans des situations plus ou moins compliquées à l'école, etc. Et en fait, je pense que le no-code, ça peut être exceptionnel pour eux pour déjà se développer des compétences et ensuite même pour monter des business depuis leur chambre, tu vois. Au lieu Bien sûr. et ça, c'est un truc, bon, j'ai pas le temps, mais c'est un sujet que j'aimerais beaucoup un jour, peut-être à titre personnel, traiter. C'est comment tu peux aider des gens à faire des trucs, à faire des choses. Parce que c'est pas si compliqué, surtout quand si tu les prends jeunes et que tu leur donnes les bonnes guidelines. Donc Alors, je je pense vais qu'il y a rebondir sur ce une que tu dimension. dis. Je ne sais pas si Anthony Bourbon nous écoutera un jour peut-être. Il est très aligné sur ce que tu viens de dire parce que lui, il veut vraiment aider des jeunes qui ne sont pas forcément connectés ou même forcément qui sont des décrocheurs, etc., à se raccrocher, mais par l'intermédiaire de l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, Anthony, si tu nous écoutes, on a une bonne volonté ici qui est un expert du no-code et du MVP. Donc, voilà, je pense qu'il faut connecter les bons, les bonnes, je sais pas comment dire, les bonnes volontés ensemble. Voilà. Oui, Ouais, il y a aussi quand même YouTube, etc., les YouTubeurs, les cryptos qui ont permis à beaucoup de jeunes ouais, de absolument. gagner d'argent, de se montrer, de devenir célèbre, etc. Donc, C'est génial, c'est un grand égalisateur. Enfin, je veux dire, ouais, c'est c'est ça. pas un égalisateur pour nous, mais si on te met un petit peu les outils dans les mains, que tu es un peu dégourdi, etc., t'as plus. Moi, mon père, il a galéré pour quand il a son premier hôtel. Je reboucle la boucle, hein, je reviens au début de l'histoire, mais il est venu, il est égyptien. Hein, mon Nasser, bon voilà, je suis égyptien du côté de mon père. Et il a commencé au tout début, il poussait des boutons dans un ascenseur dans un grand hôtel au Caire. C'était le gros mot. Wow. Voilà.
Il a fini avec plusieurs hôtels. Et en fait, quand tu regardes sa vie, une bonne partie de sa vie, ça a été d'accumuler le capital pour acheter le premier hôtel. Ouais. Et en fait, ça disparaît complètement de l'équation. Bien sûr. Quand tu es Bien sûr. et ça, je trouve ça magique, en fait. C'est incroyable que tu peux faire de l'argent à partir de rien. C'est une C'est bonne vrai. chose. Alors, dans le cas des cryptos, ça, c'est voilà, au cas par cas. Mais en tout cas, dans le cas du no-code, où tu crées des outils qui servent aux gens, je pense qu'il y a plein de choses à inventer. Absolument. Voilà. Et donc, il faut vraiment voir comment on peut pousser ça. Mais bon, c'est peut-être pour une autre. Et je rebondis aussi sur le no-code parce que moi, j'étais complètement passé à côté de la vague no-code parce que je travaille dans un venture builder, biotech, medtech, donc c'est du deep tech hein, en gros. Hein, donc, on est très loin de cette vélocité qu'on a dans les entrepreneuriats, dans l'Internet. Et en fait, c'est le Covid qui m'a un peu ramené, on va dire, dans ce monde-là. Et je rends hommage, on va dire, à Oussama Hamar, malgré les déboires actuels. J'ai écouté comme tout le monde. Une de ses conférences sur YouTube et il a dit exactement ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de CTO, machin, arrête de chercher un CTO, commence à faire ton machin avec du no-code. Et là j'ai mis, du quoi? Pardon? Déjà j'ai remis la vidéo un peu du no-code et là de suite je suis allé chercher sur internet ce que c'était que ce mot bizarre quoi, tu vois, et j'ai rattrapé le train, mais effectivement c'est fabuleux. Aujourd'hui vous pouvez créer des entreprises tech internet sans coder. Vous pouvez aujourd'hui le faire. Voilà, on arrête là. Après, vous irez chercher. Extraordinaire. Et sans argent aussi, surtout, est très important, Ouais. puisque la plupart de ces applications de code sont gratuites. Évidemment, ils ont tous des versions premium, mais pour faire un prototype fonctionnel, pour tester votre marché, vous allez déplacer entre 0 et 100 euros sur un an, quoi. Pas plus. Pas plus. Et 100 euros, c'est si éventuellement tu voulais faire un peu de pub Facebook ou quoi, mais c'est vraiment là, on est le level au-dessus, quoi. Mhm. Euh, Stéphane, si éventuellement on a fait le tour, peut-être une dernière question sur est-ce que tu as lu quelque chose, un bouquin que tu aimerais recommander? Alors, ça peut être dans l'entrepreneuriat ou ça peut être n'importe quoi qui t'a inspiré, qui t'a porté ou que tu as lu récemment, ce que tu veux. Qu'est-ce que La j'ai parole lu est à toi. récemment? Euh, Twitter. Enfin, Twitter. franchement, il faut juste bien choisir qui on suit. Mais moi, je suis énormément sur Twitter et alors j'aime beaucoup lire. Je suis un très gros lecteur, mais plutôt de fiction, de choses comme ça. J'aime bien m'évader. Mais Twitter pour tout ce qui est business, learning, etc. Tu prends directement les enseignements de la source. Hmm. C'est génial. Et puis, enfin, voilà. Je suis d'accord, je suis assez addict à Twitter aussi. Voilà. Ouais, on se fait Écoute, des passes entre Harry et moi sur Twitter. Moi, dès que tu postes quelque chose, ça apparaît sur mon téléphone. pareil, pareil, pareil. Ouais, Bon, non, c'est un messieurs, outil très puissant. merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, à vous. À très bientôt. Merci à tous les deux.